Lausanne, New York, un podcast féministe des deux côtés de l'Atlantique. Salut Mélo. Hey, salut Amy. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Prête pour cet épisode 2? Ouais, à fond. On s'est bien préparé, on a plein de trucs à dire. Le sexisme et la presse, 18 pages de notes. Ouais, donc Préparez-vous. Préparez-vous, ça va durer un moment. Bon, cet épisode il est né parce qu'en préparant l'épisode 1 sur Britney Spears, on s'est vraiment rendu compte du rôle qu'ont joué les médias dans la construction de son personnage, donc du personnage de Britney Spears, puis dans sa déconstruction. Et aussi à quel point on a été manipulé à penser que c'était une sainte, ensuite une putain, une mauvaise mère, une folle, etc. Et ça nous a vraiment ouvert les yeux sur l'impact des médias au sens large, mais sur les femmes, et aussi sur la place des femmes dans les médias. Enfin, donc vraiment ces deux parallèles. Et en faisant un petit peu plus de recherche, on a vraiment ouvert la boîte de Pandore. On s'est rendu compte qu'il y avait un tas de choses à dire, qui avait déjà du mieux dans certains cas, mais qui avait vraiment encore énormément de problèmes. Et en fait, pour traiter ce sujet de manière un peu plus détaillée et pour essayer de vous donner vraiment des outils qui sont adaptés au genre de médias que vous consommez, on a décidé de créer ce qu'on a appelé la trilogie du mercredi. Donc on commencera avec cet épisode, le sexisme et la presse. Le deuxième épisode, ce sera le sexisme et la musique. Et le troisième épisode, ce sera le sexisme à l'écran. Oui, exactement. Et ça nous paraît important d'aborder ces trois domaines parce que ce sont ceux qui participent à construire notre imaginaire et à influer sur notre manière de percevoir la société dans son ensemble. En grandissant tout au long de notre vie, on écoute des chansons qu'on apprend par cœur, on regarde des dessins animés, des films, des séries, des émissions de télé, puis on lit aussi la presse. Et donc on a eu l'idée d'appeler cette série d'épisodes la trilogie du mercredi en hommage à la trilogie du samedi soir que Amy et moi nous regardions quand on était jeunes. Très religieusement. Oui. Et pour qu'on décortique ensemble comment ces trois domaines sont des outils de la société patriarcale qui perpétuent les systèmes de domination et la reproduction des représentations genrées. Donc, notre épisode de ce jour traite de... Le sexisme dans la presse. Et je l'avais déjà dit avant. Pardon. Mais oui. On annonce des trucs comme ça, on veut faire du suspense et je gâche tout. Je suis navrée. Exactement, mais non. Donc, Amy et moi, je crois qu'on connaît la presse féminine par cœur. En tout cas, de mon côté, j'ai injecté les injonctions de la presse féminine de mon cerveau en intraveineuse de mes 12 ans à mes 20 ans. Ouais, non, c'est pareil. Alors, moins depuis que je suis ici. Mais c'est vrai que quand je rentre en Suisse, par exemple, j'ai toujours ce petit plaisir d'aller chercher la presse féminine en général en France parce que c'est beaucoup moins cher. Et c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, je lisais vraiment ces journaux de couverture après couverture, toutes les pages, vraiment... il y avait plus ou moins tout qui m'intéressait. Et au fur et à mesure du temps qui a passé, au fur et à mesure justement où je me suis un petit peu plus ouverte à la cause féministe, etc., j'ai commencé à vraiment regarder ce que je lisais, on va dire, avec un œil plus critique. Et c'est vrai que j'ai commencé à sauter de plus en plus d'articles, et à commencer à arrêter de regarder les pubs, etc. Et en fait, finalement, plus récemment, j'achète 5 magazines et je lis 2 articles et les pages de cuisine, quoi. Ouais. Enfin, ouais. Et on en discutera après aussi, mais c'est vrai que je m'étais jamais vraiment rendu compte de ce pourquoi je payais. Et voilà, et après tu finis par lire 2 articles, c'est pas très... voilà. Ouais, c'est ça. Mais bon, Mélo, tu vas nous expliquer, il y a 2 types de presse, 2 grands types, on va dire, de presse féminine. Oui, exactement. Donc, on a un petit peu, voilà, on a regardé comme ça et on a vu, alors il y a les journaux lifestyle d'un côté, enfin qu'on peut appeler lifestyle, hein, c'est le Cosmopolitan, le Elle, le Glamour, ça n'existe plus, mais ce genre de magazine. Et puis de l'autre côté... Pardon. Je crois qu'ils ont, quand on faisait, je faisais des recherches, je crois qu'ils l'ont arrêté il y a quelques années, ouais. C'est dommage, du si bon contenu. Pardon. Donc voilà, donc ça c'est les journaux lifestyle, et puis sinon il y a les magazines People. Donc, alors, je ne sais pas si on peut mettre là-dedans, mais oui, moi je pense Gala, Paris Match, Voici, et puis vraiment tout au fond de la poubelle, il y a Closer. Et puis il y a aussi un qui s'appelle Oops, je crois, qui est la même daube que Closer. Oups, ça.
Ouais, donc voilà, les sujets principaux de ces deux types de presse, donc pour les journaux lifestyle, ils sont essentiellement basés sur la mode, sur la cosmétique et sur les relations de couple, avec en prime des sujets de société, entre guillemets. Et puis de l'autre côté, la presse people, ça c'est essentiellement basé sur la moquerie des stars féminines, avec aussi quelques pages mode et cosmétiques. Et il y a notamment des articles comment ressembler à, tu sais, genre avec une photo de la star, et puis comment avoir le même make-up, comment avoir le même look et tout. Et il y a aussi comment ne pas ressembler à, dans mon souvenir. T'as aussi ces trucs où ils notent leurs outfits en disant Ah ça, il faut oui, surtout pas porter. do et don't. Un Oui, truc comme voilà, ça, hein. exactement. Oui, ouais, C'est ouais, juste, oui. t'as raison, exactement. Ouais, ça c'est dans le Cosmo qu'ils font, il me semble. Ouais, ouais, t'as raison. Et puis, donc, alors ils aiment aussi, la presse People, ils aiment imprimer des photos de femmes célèbres à la plage, par exemple, en pointant sur les vergetures, en pointant sur leur rondeur. Je mets aussi entre guillemets parce que c'est pas des rondeurs, hein, c'est des corps de femmes qui sont normaux. Et C'est avec que puis, les stars qui avaient des rondeurs, ça sort rien. ouais, ouais. Et puis ils font aussi des zooms sur la peau du visage, enfin voilà, et ils décortiquent tout ça. En gros, ils écrivent beaucoup d'articles dans lesquels ils trashent les femmes connues. Voilà, ça c'est la base de la presse people. Et ensuite, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils critiquent les comportements de ces femmes. Et aussi, ils inventent des rivalités avec d'autres femmes. Voilà, en gros, c'est un peu ça, les sujets principaux de la presse people. Donc, les lectrices lisent souvent ces magazines d'une manière détendue pour se vider la tête, sans réfléchir aux impacts que cette presse elle peut avoir sur nous. C'est vrai que souvent on le lit chez le coiffeur ou on le lit quand on part en vacances. Enfin voilà, c'est des moments Ouais. quand on veut se vider la tête, quoi. Mais je pense que si on prend le temps de s'y arrêter un petit peu puis de réfléchir, quels impacts est-ce que ça peut avoir sur nous de lire pendant X années des magazines qui, chaque semaine ou chaque mois, nous donnent des conseils pour maigrir, qui nous montrent comment faire pour paraître plus jeune, ou pour enlever la cellulite, ou qui nous enjoignent absolument à trouver un mec. Voilà, et qu'est-ce que ça a aussi comme impact de rire de la cellulite de Jennifer Lopez à la plage dans Voici. Comment est-ce qu'on se sent après soi-même quand on est devant notre propre miroir avec notre cellulite? Voilà, tous Mal. ces messages... Très mal, oui. Parce que à force de lire tout ça, on intériorise inconsciemment tous ces messages et ces magazines, ils finissent par créer des complexes chez nous qui n'existaient pas avant. À force de faire infuser ce contenu dans nos cerveaux, on finit par aller devant le miroir et puis à faire la liste en fait de tout ce qui ne va pas chez nous. Ouais. Et je rebondis juste, tu disais c'était des sujets, enfin ce sont des sujets légers pour se vider la tête. Oui, mais non. Ça peut être des sujets légers, mais je pense qu'il faut vraiment bien se rendre compte qu'il n'y a rien de léger, d'obliger, même implicitement, les femmes à entrer dans les cases. Et spécialement, et on va en parler plus tard, le problème c'est que on crée des cases. Qui crée des cases? C'est la société. La société, elle est patriarcale, la société, elle est misogyne. On essaye de nous pousser à rentrer dans des cases, ils y arrivent tellement bien que finalement on essaye de s'y mettre toute seule. Généralement on n'y arrive pas parce que les cases, il y en a une ici, une là-bas, c'est complètement impossible. Et c'est vraiment, vraiment extrêmement misogyne parce que si tu prends la presse masculine, il y a déjà beaucoup moins de matière, mais si tu prends la presse masculine, il y a peu, voire pas d'injonctions, et les injonctions qu'il y a, elles sont pas complètement dans tous les sens, en fait. Donc oui, ce sont des sujets légers, peut-être, bien que se moquer de quelqu'un, je trouve que c'est pas léger, mais je pense qu'il faut juste vraiment faire très 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 attention à ce qu'on lit et quel message ça nous laisse, en fait, ce genre d'article. C'est ça, exactement. Et en fait, avec ça, de pointer tout ça, on se rend compte quand même que la presse féminine, qu'elle soit la presse people ou lifestyle, c'est un ennemi des femmes qui participe en fait à dégrader l'image qu'on a de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose voilà, qu'on a un peu compris, c'est que la presse, au final, c'est un véritable outil du patriarcat qui œuvre à plusieurs niveaux. Donc, on va faire les niveaux. Alors, elle nous pousse à nous faire croire aux femmes, que notre seul atout, c'est notre apparence. Et ça nous pousse à mobiliser toute notre énergie là-dessus, plutôt qu'à tout autre sujet qui nous apporterait de la joie. Là, vous, chez vous, essayez de penser au temps que vous passez ou que vous avez passé à vous trouver trop grosse ou trop maigre, à vous regarder dans un miroir en listant ce qui ne va pas, à regarder les rides que vous avez, les cheveux blancs que vous avez,
à vous restreindre de manger pour atteindre un certain chiffre sur la balance, à faire un sport que vous aimez pas pour avoir le cul bombé ou des jambes musclées ou je ne sais quoi. Voilà, juste de prendre 5 minutes pour penser à tout ce temps qu'on a passé depuis nos 12-13 ans jusqu'à aujourd'hui, à penser à notre physique et à tout ce qu'on devrait faire pour être mieux, différente. Alors, ça, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser ou qu'on se sente mal puis qu'on se dise « Ah putain, ouais, c'est vrai, j'ai passé tout ce temps à faire ça. » Non, c'est juste pour commencer à prendre conscience en fait du système dans lequel on est embrigadé et des impacts que ça a sur nous en tant qu'individu. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Donc ça nous pousse à nous focaliser sur notre apparence. Le deuxième, c'est on se crée des complexes qui n'ont pas lieu d'être. Et puisque ces complexes se créent, on va consommer des produits pour y remédier, ou faire de la chirurgie esthétique, ou faire de la médecine esthétique pour pallier à tout ça. Et quand on connaît les chiffres d'affaires des marques de cosmétiques, on comprend vraiment que jouer sur les insécurités des femmes et les pousser à consommer pour neutraliser cet état naturel qui serait apparemment horrible. Les imperfections. Voilà, oui. Alors, eh ben, c'est vraiment très rentable. Au niveau financier. Troisième point, la presse entretient et développe la misogynie qui est déjà omniprésente dans la société et qui est une des bases du patriarcat. Et puis enfin, elle entretient et développe la compétition entre femmes en les comparant sans cesse, comme si on pouvait exister que dans la comparaison et la rivalité et non pas dans l'alliance et la sororité. Donc, pour bien expliquer tout ça et voir comment ça marche, on va d'abord parler de la presse people et puis on va ensuite s'attaquer à la presse lifestyle. Donc, on commence avec la presse people. On va reprendre ce qu'a abordé Jamila Jamil sur son compte Instagram il y a quelques mois. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Jamila Jamil, c'est une actrice anglaise qui est très engagée et qui milite sur les réseaux sociaux. Elle a analysé les mécanismes de fonctionnement de la presse people avec les stars féminines. Ça s'applique à toutes. Vous pourrez le constater une fois qu'on aura déroulé le process. Et c'est vraiment fascinant de voir comme l'histoire, elle se répète inlassablement. Il y a Britney, à qui on avait consacré le premier épisode du podcast. Il y a aussi Taylor Swift, Miley Cyrus, Jennifer Lopez. Il y a aussi la princesse Diana, Meghan Markle, Marilyn Monroe, Jennifer, Laurie. Enfin, vous verrez, à toutes les époques, c'est exactement la même chose. Et ça se répète sans que le cycle puisse être brisé. Exactement, ouais, exactement. Donc, premièrement, en fait, les médias, ils construisent une image de la star avec des niveaux de perfection qui ne peuvent pas être atteints. Rappelez-vous de Britney et de ce dont on avait parlé dans le premier épisode. Donc, ils attendaient une jeune fille vierge, bien sous tout rapport, qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, qui est toujours souriante, qui répond pas aux attaques, qui a un petit ami avec qui elle se mariera et aura des enfants. Enfin voilà, ils construisent un espèce d'idéal féminin qui n'existe pas. Ensuite, les médias, ils vont surexposer cette personne. Ça veut dire qu'elle sera littéralement partout et sur toutes les couvertures. Il y aura ses qualités, autant morales que physiques, qui vont être mises en avant. Oh, comme elle est intelligente. Oh, comme elle est belle. D'ailleurs, c'est plus souvent belle qu'intelligente. Regardez le petit ami trop beau qu'elle a. Enfin voilà, ils vont vraiment monter l'image d'une femme merveilleuse à qui tout réussit en exagérant beaucoup trop. Ensuite, le résultat que ça va avoir, c'est que ça va commencer à gonfler les lectrices et les lecteurs. Les gens, ils vont se dire, ouais, ben c'est bon, pourquoi elle est partout? Pourquoi elle est en train de montrer sa tronche partout? Elle commence un peu à prendre la grosse tête. Le public, il va penser qu'elle est désespérément à la recherche d'attention. Parce que, par exemple, si on se rappelle de Britney, qui ne s'est jamais dit « Mais pourquoi est-ce qu'elle reste à Los Angeles? Pourquoi est-ce qu'elle sort en boîte et elle se montre ivre à la presse? Pourquoi est-ce qu'elle ne portait pas de culotte sous sa robe ?» Enfin, voilà, tous ces trucs. Puis, à côté de ça, donc, la presse, elle va aussi monter des articles en faisant comme s'ils citaient la star. Donc, comme si elle donnait des interviews partout, comme si elle était dans tous les journaux en train d'aller parler et tout, alors qu'en fait, il n'en est rien du tout, puis elle est souvent même pas au courant des articles qui sortent sur elle, quoi. Ouais, ça c'est très important justement, et ça fait partie de ce mécanisme, c'est que nous on va se dire, elle veut se montrer partout, elle a pris la grosse tête, elle pense qu'elle est plus intéressante que X ou Y, alors que dans la plupart de ces magazines,
À moins qu'il y ait, par exemple, je sais pas, un album qui sort, qu'il y ait une promotion à faire, la plupart du temps, comme tu viens de dire, elles savent même pas qu'elles sont dans ces magazines. C'est des photos volées, c'est des photos sur lesquelles elles ont pas validé. Enfin, c'est très... c'est entre guillemets discret dans le sens où elles voient bien qu'elles sont suivies par des paparazzi tout le temps. Tu sais pas quel magazine, tu sais pas quand ça va sortir, tu sais pas ce qui va être écrit, etc. Et c'est très, très, très compliqué ensuite, une fois que c'est paru, de faire retirer ce genre d'article. Ah ouais, ouais, complètement. Enfin, la star n'a pas vraiment forcément de lien direct avec tout ce qui est dit sur elle et pas de contrôle non plus. Non, ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, une fois que ce travail de fond est bien réalisé, hein, que les gens ils sont saoulés de la star, qu'ils en ont marre de la voir partout, alors là il y a la campagne de dénigrement qui peut commencer. Là la presse elle va commencer à qualifier la star, cette femme de tous les noms, dont vous et moi, Amy, nous sommes très familiers, c'est des divas. Alors, en tout cas, pour me concernant, j'ai l'impression que toutes les stars des années 90, c'était des divas. Hein. Enfin, j'ai tellement entendu divas sur Jennifer Lopez, Mariah Carey, enfin, toi aussi, hein, Amy. Oui, tout à fait. Un truc de malade. Ouais. Donc, c'est des divas, des menteuses, des infidèles, des tricheuses, des ennuyeuses, des salopes, enfin voilà, toute la panoplie. Et à ce stade, les gens, ils vont être ravis de cette démolition de cette personne parce qu'ils l'avaient déjà jusque-là. Enfin, ils en avaient plein le cul, quoi, de la voir partout. Ah, enfin, quand même. Elle a ce qu'elle mérite. Voilà, au final, c'est une conne. Ouais. Voilà. Et là, donc, on arrive au stade final, le stade de la démolition complète, où les médias écrivent des articles sur cette personne. C'est comme on disait plus haut, en écrivant « une source proche nous a dit »,« une source proche raconte », en choisissant des petites controverses, et ils les utilisent. Et là, en fait, ça a utilisé ça pour éclipser ce que la majorité des gens, enfin, pour éclipser les gens qui pensent encore du bien de cette personne, pour montrer que, pour créer la réputation que cette star est finie, terminée, problématique. Voilà, pour vraiment mettre le dernier coup de pelle dans la tombe. Et juste un dernier truc, c'est que quand ils disent une source proche dit ou une source proche raconte, mais ça, c'est jamais vrai. Ça ils inventent. Hein. Il n'y a jamais des sources qui vont pas... Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu t'en penses, mais c'est pas vrai ou bien je sais pas. Disons, j'ai pas de... Voilà, mais ça m'étonnerait. Et puis, c'est souvent des choses qui sont... Ils disent une source proche dit ci ou ci ou ça. Enfin, moi, ça me fait toujours penser un petit peu à ces voyants qui te balancent un truc déjà tout fait qui va fonctionner pour toi ou 15 autres personnes. Les sources proches, ce que les personnes racontent, ça peut marcher pour telle et telle personne, ça peut marcher pour les 10 de derrière. Ah ouais. Je pense qu'il doit y avoir des cas de communication où effectivement il y a des choses qui laissent entendre des choses, etc. Mais globalement, je pense que c'est juste pour raconter des trucs, quoi. Ouais. Ouais. Il faut voir ce qu'ils appellent proche. Hein, mais si c'est... Enfin, proche, je pense que pour eux, proche, c'est n'importe qui a quelque chose à dire qui va faire les choux gras de leur magazine, en fait. C'est ça, genre c'est le vendeur ou la vendeuse du Starbucks qui leur a vendu un café, qui l'a vu la semaine dernière, ou des trucs comme ça. J'imagine. Ouais. J'ai pas de... J'ai rien pour appuyer mon propos, mais ça me paraît un peu vaseux. Ouais. Donc, tout ça, en fait, ce que je viens d'expliquer, c'est tout pour... Donc, c'est pour embarrasser ces femmes célèbres afin qu'elles soient trop effrayées d'être elles-mêmes ou encore ça les enjoint à se cacher, en fait. 2, pour signaler aux autres femmes, n'envisagez surtout pas de sortir un peu du chemin tracé ou de vous rebeller, sinon on va vous faire tomber la même chose. 3, maintenir le récit sociétal que c'est OK d'abuser, de maltraiter et de déshumaniser les femmes. Et 4, finalement, c'est ce qu'on a dit avant, c'est que quand cette femme, elle s'est retirée, les médias passent à la suivante. Et puis voilà, et puis ça continue sans fin. On est dans le contrôle, hein. On est dans le contrôle. C'est complètement le contrôle et la domination. Ouais, c'est exactement ça. Donc, Jamila Jamil, elle dit que nous devrions nous battre en retour pour mettre un terme à ce traitement. Elle dit qu'en fait, le marché, c'est nous qui le contrôlons. Et ça, c'est vrai, c'est les consommateurs et les consommatrices qui contrôlent le marché. Si ces magazines, ils existent parce qu'on les achète. Si on arrête de les acheter, ils arrêtent d'exister. Jamila, elle dit qu'on devrait se désabonner de ces médias, qu'on devrait les bloquer, qu'on devrait les muter et qu'on devrait encourager nos amis à faire pareil parce qu'on a le pouvoir, en fait, de supprimer tout ce business. Ouais.
Et elle dit aussi que ben voilà, il faut aussi qu'on fasse un travail nous sur nous-mêmes pour qu'on arrête d'être attiré par cette presse à scandale. Parce que ben voilà, on le sait très bien, ouais, c'est rigolo, nanana. Enfin, voilà, on a grandi dans une société misogyne, du coup ça nous fait, enfin, on y prend du plaisir au final. C'est divertissant. C'est divertissant, donc c'est aussi réfléchir qu'est-ce qui nous divertit et pourquoi, enfin voilà. Et là, je vais juste dire quelques petits exemples pour illustrer ces points. Alors, Taylor Swift, c'est exactement ce qui lui est arrivé. On le voit très bien dans le docu Americana, qui parle d'elle sur Netflix, c'est son docu à elle. Vraiment, on le voit, mais expliqué, mais enfin, on le voit vraiment. Si vous le regardez, vous verrez. Elle était partout, elle était surexposée, les gens l'appréciaient, puis la presse a commencé à en faire tellement que les gens ils ont commencé à être saoulés. Des émissions, ont commencé à parler d'elle en mal, en disant mais c'est bon, elle est belle, elle a la gloire, elle a des petits amis trop beaux, elle nous gonfle. Et il y a eu tellement de battage médiatique sur elle que, ben, elle le dit dans Americana, elle n'est plus apparue en public pendant 1 an. Enfin voilà, est-ce qu'on se rend compte quand même de la violence, de la truc? C'était si extrême, elle a dû s'enfermer chez elle pendant 1 année, plus faire aucune apparition. C'est... Et ils avaient encore sûrement des choses à dire alors qu'elle était enfermée chez elle. Soit sur le fait qu'on la voyait plus, pour justifier quelques conneries qu'ils avaient racontées avant, ou alors pour critiquer en disant « Ah, mais c'est bon, c'est pas si grave, c'est pas si terrible, etc. » Ouais. C'est horrible. Ouais. Et c'est la même chose qui est arrivée à Meghan Markle. Alors, elle, pas pendant 1 an, mais pendant plusieurs mois. Et ça, elle le dit dans son interview qu'elle a faite avec Oprah il y a quelques semaines. Un jour, elle voulait aller manger au resto avec ses amis. Et puis, le service de presse de Buckingham, je crois, lui a déconseillé tant... Parce que ça, on ne le sait pas trop chez nous, mais au Royaume-Uni, la presse, people, mais ils sont horribles avec Meghan. Vraiment, c'est... Une horreur. Et en fait, on lui a déconseillé d'aller manger au resto avec ses amis, tant la presse faisait déjà des dizaines et des dizaines de unes sur elle tous les jours. Et Meghan, elle le dit dans l'interview, elle dit « J'étais partout, mais en réalité, j'étais nulle part. » Parce que c'est tellement horrible. Elle sortait pas de chez elle. Enfin, horrible. Et alors, il me semble que les Anglais, ils sont encore à un niveau en dessus de Closer, ou même des gens ici, Us Weekly, les choses comme ça. Mais il y a énormément de mensonges qui sont racontés, et des choses qui sont abracadabrantes. Et j'ai trouvé très intéressant cette interview qu'elle a fait justement. Elle raconte des choses, elle raconte la façon dont les choses se sont passées. Après, on la croit pas, je veux dire. Mais je vois pas quel intérêt elle aurait eu, elle, d'aller dire ce qu'elle a été dire à la télé de cette manière si ça n'avait pas été vrai. Et surtout, c'est une question de se rendre compte à quel point on peut se sentir enfermé, de faire des choses qui sont extrêmement naturelles, pas parce qu'on a peur d'être suivi, pas parce qu'on a peur de finir en photo dans un magazine, mais parce qu'on a peur des mensonges et de passer pour quelqu'un d'horrible, d'avoir un tas de mensonges, un tas d'horreurs dites sur son dos, alors juste qu'on veut aller faire un lunch avec ses copines. Mais ouais. Non, c'est horrible, ouais. Et alors voilà, puis après, on en avait parlé avant, c'est au niveau de la compétition entre femmes que la presse people crée. Là, on cite aussi Meghan et Kate. Ils les ont toujours mises en concurrence. Le plus souvent, ils encensent Kate et puis ils critiquent Meghan. La première, elle est gentille, la deuxième, elle est méchante. Ou ils disent qu'elles ne s'entendent pas, que l'une a fait pleurer l'autre, que l'une est jalouse de l'autre. Et ça a été la même chose avec Christina Aguilera et Britney Spears dans les années 90. Exactement le même processus. C'est hallucinant, ce processus narratif. C'est comme si les femmes, elles ne peuvent pas être dans l'amitié, la sororité, dans s'apprécier, se respecter, se soutenir. Et ça perpétue vraiment le fantasme que les femmes sont toujours en rivalité, en compétition et qu'elles ne peuvent pas s'entendre, alors que c'est totalement faux. Ouais. C'est totalement faux, mais en parallèle, c'est aussi, et je ne sais pas si c'est la cause ou la conséquence de ce que tu viens d'expliquer, mais on le voit aussi, même dans les interviews des stars féminines, à quel point, alors que c'est une interview de la personne pour par exemple un nouvel album ou un film pour une promotion, à quel point on a toujours ce concept de on va lui appuyer dessus, etc. Et spécialement si c'est une femme. Ça me fait penser à ces reportages
de Diane Sawyer pour ABC de Britney Spears. C'était en 2003. Donc c'était environ 1 heure. On pourra vous mettre le reportage. Je ne sais pas s'il est sous-titré en français. Je crois qu'il est que en anglais, mais on vous les mettra dans les commentaires du podcast. C'est un reportage de 45 minutes ou d'1 heure, donc, qui a été fait pour donner la parole à Britney Spears. C'est vraiment pour qu'elle parle un peu de sa vie, d'où elle en est, etc. Et en fait, donc, ça commence par la présentatrice qui lui sort quelques couvertures de magazines où elle n'est pas très habillée, donc où Britney n'est pas très très habillée, en lui disant « Mais qu'est-ce qui arrive à tes vêtements ?» Alors, déjà, c'est une question qui est hyper agressive, c'est vraiment... Elle essaye vraiment de faire du slut-shaming, en fait, vraiment de la faire se sentir mal, d'avoir fait des photos qui, effectivement, étaient tout à fait déshabillées. Ensuite, elle lui demande si son but, c'est de choquer les gens. Elle lui demande ça de manière très, très directe. Et puis, Britney, exactement ce que tu expliquais avant, Mélo, très polie, toujours très gentille, pas un mot plus haut que l'autre. Elle lui dit, alors oui, effectivement, je suis pas forcément fière de toutes ces couvertures, mais quand les autres artistes féminines le font, et elle nomme notamment Christina Aguilera et je crois Jennifer Lopez, elle dit quand c'est les autres artistes féminines qui le font, personne leur fait de reproches. Pourquoi, quand c'est moi, je suis traitée différemment? Et là, Diane Sawyer lui répond un truc une réponse de l'espace. Elle lui dit, c'est parce qu'on pensait que toi, tu avais une relation différente avec les jeunes filles. Donc là, on l'a fait culpabiliser, encore. Alors qu'en 2003, Britney, elle a 21, 22 ans, donc c'est plus une gamine, je veux dire. Pendant cette interview, qui est vraiment, que j'ai trouvé vraiment très très violente, il y a des petits reportages qui entrecoupent l'interview, où on lui reproche de se brûler avec le feu qu'elle a allumé elle-même. On la filme en train de faire du shopping, on lui reproche de dépenser son argent. Donc là, on a l'exemple parfait d'une femme qui travaille super dur, qui a du succès, qui fait de l'argent grâce à son travail et à qui on reproche d'aller s'acheter des vêtements dans un magasin. Et la cerise sur le gâteau pour moi, ça a été la partie parce que elle venait de rompre avec Justin. Donc c'était vraiment cette partie-là où en fait elle lui pose des questions sur l'année difficile qu'elle a eue et en fait on la voit pousser, donc la présentatrice pousser les questions répétées, etc. Et elle commence à lui dire oui, on sait que tu as trompé Justin, elle l'accuse d'avoir menti au monde entier à propos de sa virginité, qui je le rappelle ne regarde personne, enfin elle lâche rien jusqu'à la faire pleurer en fait. Elle est horrible. Elle se met à pleurer, c'est vraiment horrible, c'est très très violent. Horrible. Et si tu compares ça avec l'interview de Justin Timberlake, alors c'était pas Diane Sawyer, mais c'était la même année, c'était également juste après leur rupture sur une chaîne concurrente, où on lui a aussi parlé de la rupture, mais déjà on l'a fait passer pour une pauvre victime, et puis elle insiste pas, en fait, la présentatrice. C'est pas aussi violent, c'est pas une... C'est pas un inquisitoire. Ouais, exactement. On n'a pas l'impression qu'on va contre lui, en fait. Alors que là, clairement, Diane Sawyer, elle va contre Britney. Et je pense que c'est aussi le problème, c'est que ça, c'est un média qui nous montre que c'est OK de parler aux femmes comme ça, même si on est une femme. Donc ça aussi, ça entraîne, ça entretient ce côté de rivalité et ça valide le fait qu'on peut être violente une femme avec l'autre sans que ça soit un problème. Ouais. Et juste pour terminer, ce mécanisme en fait que tu as décrit, il a aussi des effets extrêmement néfastes. En 2003, donc la même année que ce reportage, Kendall Elrich, c'était la femme du gouverneur du Maryland à ce moment-là. Elle était à une conférence de presse sur les violences domestiques, vous remarquerez l'ironie, hein. Et on lui a tendu un micro et elle a dit... Donc c'est une traduction mais je vous lis, elle a dit « Si j'avais l'opportunité de tirer sur Britney Spears, je pense que je le ferais. Je n'aime pas dire ça. » Et là, elle éclate de rire. On vous mettra aussi la vidéo. C'est vraiment très dérangeant parce qu'en fait, elle parle de tirer sur quelqu'un et ensuite, elle éclate de rire. Donc elle dit « Je n'aime pas dire ça. » Elle éclate de rire. Mais comme vous le savez, je suis la maman d'un garçon et je me dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je ferais si j'avais une fille et qui voyait ce genre d'image et qui avait ce genre d'exemple ?» Et ça, c'est vraiment... tragique et terrible, c'est de voir les conséquences que ça peut avoir, que quelqu'un se permette de dire à la radio, pendant une conférence de presse, si je pouvais, je tirerais sur cette personne. C'est vraiment Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Non mais tu te rends compte? Elle donne un mauvais exemple. Alors après, je veux dire, ça s'inscrit dans le contexte politique dont on parlait la dernière fois.
c'est juste se rendre compte aussi qu'en consommant, en regardant ces choses, en parlant de ça aussi, vraiment, on contribue à faire, à continuer ce modèle qui est super, super, super malsain. Super malsain. Et cette personne donc s'était excusée par la suite pour sa malencontreuse figure de style. D'accord. Voilà. C'est très intéressant. Et dans la presse, donc ça c'était vraiment la presse people. Mais dans la presse écrite, qu'elle soit la presse quotidienne, hebdomadaire, etc., ou la presse lifestyle, il y a aussi des gros problèmes. Et je pense que dans ce cas précis de la presse quotidienne, la presse lifestyle, c'est que le fait que ce soit un média imprimé qu'on ne considère pas comme un média poubelle, donc c'est pas un closer, c'est pas un voici, c'est un journal, le fait que ça soit imprimé, on y donne sa confiance, en fait. C'est voici closer, c'est de la merde, c'est pas intéressant, on n'y croit pas, on sait pourquoi c'est. Par contre, quand on va sur un Cosmopolitan, sur même en Suisse un L'Illustré, etc., là c'est écrit, donc on peut y croire. Du moment où parce que c'est peut-être un peu plus sérieux, entre guillemets. Mais ce que je pense qu'il faut bien se rappeler, quel que soit ce qu'on lit, c'est que la presse n'est pas neutre. Il y a une rédaction, il y a une ligne éditoriale, ça passe par un rédacteur en chef, il y a des équipes qui valident ou qui disent non à certains articles. C'est extrêmement biaisé, que ce soit politiquement, que ce soit un biais de genre, c'est vraiment, vraiment, vraiment toujours biaisé. La presse n'est pas neutre. Donc ça, c'est super important de s'en rappeler. Et je pense qu'il y a encore un troisième problème par-dessus, qui est vraiment ce concept d'image. Et encore une fois, quand c'est imprimé dans un journal quelconque, qui ne soit encore une fois pas de la presse à scandale, pas de la presse people, le fait qu'on le voit, c'est un peu cette maxime biblique qui est « on ne croit que ce qu'on voit ». Je le vois, c'est imprimé, donc c'est que c'est vrai. On va être beaucoup plus attentif et beaucoup plus suspicieux ou suspicieuse sur une image qu'on va voir sur Facebook, par exemple. On va se dire, ah, c'est pas forcément vrai, etc. Quand tu ouvres, je sais pas, l'Illustré, ou tu ouvres ton Femina, ou tu ouvres ton Cosmopolitan, on voit une photo, on va forcément y croire, parce qu'on pense que la photo, elle est forcément en rapport. Enfin, c'est très... c'est tout de suite cru de manière beaucoup plus automatique, en fait. Et je pense qu'il faudrait être beaucoup plus critique de ce qu'on voit et de ce qu'on lit. Et le fait, en fait, qu'on manque un petit peu d'esprit critique en lisant ces magazines, les manias de la presse écrite, qui sont majoritairement des hommes, ça, ils l'ont bien compris. Et ils en usent et ils en abusent. Et comme on a vu, c'est absolument pas pour faire régner la paix et l'amour entre les femmes. Et c'est pas non plus pour nous aider à nous aimer nous-mêmes. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est mener un petit peu notre petite enquête au niveau de ces magazines lifestyle, ces magazines, toute cette presse, en fait, et voir un petit peu à quoi on s'attaque. Oui, exactement. Donc, on a analysé 20 couvertures de magazines féminins des années 90 et 2000 et 71 magazines féminins francophones publiés en décembre 2020 et avril 2021. Donc moi, je vais commencer avec les journaux des années 90 et puis Amy, ensuite, elle parlera de ceux d'aujourd'hui. Donc, j'ai retrouvé sur Internet des couvertures de Girls, de 20 ans, de Jeune et Jolie, Star Club et Salut. Le coup de vieux. Ah, mais tu sais, c'est notamment de Star Club et de Salut. En fait, je les connaissais. Quand je les ai revus, on les a tellement regardés. Et en plus, tu sais, il n'y avait que des boys bands dessus. Mais je pense qu'en plus, on les a même léchés, tu sais. Parce qu'il y avait les WhatsApp. Vous allez contre le mur, tu sais. Moi, j'avais ma chambre d'adolescente. Il y avait des posters partout. C'était un truc... Enfin, ça devait être hyper anxiogène maintenant que j'y pense, tu sais. Non, c'est sûr. Pareil, vraiment tout ce qui est girl, les 20 ans, non, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et je pense qu'on a toutes été abreuvées à ça. Je pense qu'on avait vraiment une culture, si on est né entre les années, je dirais, 80 et 90, on a vraiment eu cette culture du magazine féminin. Enfin, même au niveau de tout ce qui est sexo, au niveau de tout ce qui est justement les relations, etc., comment draguer, c'était vraiment... t'apprenais ça dans les journaux, après t'en parlais avec tes copines, mais il y avait vraiment cette culture du magazine féminin. C'est ça, parce qu'en fait, on n'avait pas d'autres moyens de s'informer. Parce que maintenant, ils ont les réseaux. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, en fait, il n'y avait que ça. Moi, je me souviens qu'on sortait de l'école en courant, des fois, pour aller au magasin, pour vite voir le magazine qui était sorti. Enfin, dingue. Donc, on a identifié 4 rubriques
de sujets. Hein, et on a regroupé les titres de ces sujets dans chacune des rubriques qu'on a créées. Donc, vous allez voir, ça vole très haut. Ça vole très très haut. Dans la rubrique « Les femmes sont d'horribles personnages », nous avons la guerre entre filles. Mec, pognon, carrière, elles sont prêtes à tout. Moi, mémère, moi, morue. Pardon. Journal d'une menteuse, du bobard à la mythomanie. Après, on va voir de l'autre côté. Donc, harcelé par les filles, 5 garçons témoignent. Ensuite, contrôle-toi. Comment dominer vos pulsions de faim, de sexe, d'amour. Et puis alors là, on en a un spécial années 90 parce que je suis pas sûre que ça passerait aujourd'hui. Grosse et méchante. Oh, putain. Agressivité et embonpoint. Ah oui, quand même. Hein. Non mais quand tu lis ça aujourd'hui, t'es là, non mais putain. Non mais grosse et méchante, agressivité et embonpoint. Et ce qui est terrible, c'est que c'est vraiment... Alors là, on est dans la grossophobie mais... qualifiée, je veux dire. Ah, mais alors là, ouais. c'est vraiment grosse et méchante. C'est pas... Enfin, c'est comme si l'un n'allait pas sans... Non, c'est une horreur. C'est une horreur. Non mais vraiment. Mm-hmm. Dans la rubrique beauté, nous avons 60 astuces pour être belle. C'est moi cette bombe. À quel Pardon. À quel moment précis êtes-vous la plus belle? Spécial maquillage, truc anti-moche, erreur tragique, les mecs et le make-up. Ah oui, parce qu'il faut une certaine sorte de make-up que les garçons aiment, mais pas... Ouais, il y a un truc comme ça, je crois. Ouais, voilà. Bah, évidemment. Oui. Oui. Maigrir du bas, les seules techniques pas bidons. Et après qu'on a bien intégré tout ça, hein, on a un spécial beauté-réalité avec écrit entre guillemets « T'es belle quand tu ris, quand tu pleures, quand tu fais l'amour ». Et puis après, c'est écrit en majuscule « La vraie beauté, c'est l'émotion !» 3 points d'exclamation. Mais seulement après que tu aies appliqué les trucs anti-moches. Alors... Non mais... Et juste, ça me fait penser, le spécial maquillage, les erreurs tragiques, ça me fait penser à cette histoire, il y a toute cette histoire maintenant de sourcils là. En tout cas aux États-Unis, il y a cette espèce de petite guéguerre entre ce qu'ils appellent les millennials, donc nous, ouais. Hein, et les Gen Z, donc les gens qui sont nés, je crois, entre 2000 et 2010, je crois. En fait, il y a cette histoire que il y a la raie au milieu, les chokers, enfin vraiment tous ces trucs qui reviennent des années 90, et il y a toute une foule militante de femmes de notre âge sur les réseaux sociaux qui disent vous voulez faire revenir les années 90 et 2000, faites les sourcils, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait toutes des sourcils. Enfin, moi je vois des photos. Ah non mais moi je voyais des sourcils et je suis blonde hein, mais je voyais des photos de moi dans les années de 90-2000, j'avais pas de sourcils. Et donc ça c'est ça qui est très très drôle si on y pense, c'est que le truc anti-moche d'il y a 20 ans, c'est plus les trucs anti-moches d'aujourd'hui. Non. Et tu sais, tu parles des sourcils, et tu sais ce que ça m'a fait penser, c'est incroyable, parce qu'en fait, dans les années 90, ils nous ont fait avoir une ligne de sourcils de 1 mm, oui. Et en fait, aujourd'hui, ils ont inventé, du coup, le tatouage des sourcils, parce qu'en fait, on n'en a plus, parce que pendant 10 ans, on a tout épilé, et puis maintenant, on se retrouve avec une ligne de 1 mm, donc du coup, maintenant, on peut payer pour aller se faire tatouer des sourcils plus épais. Exactement. Parce qu'on est quand même passé de sourcils, la ligne, tout ça, aux sourcils de Cara Delevingne, oui. épais comme ça. Donc... Oui, tout à fait. Donc vas-y, poursuivre. Hein. Bon, si vous êtes sage, et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je pense que je fournirai une photo de moi avec mes sourcils des années 2000, si ça vous plaît. Ah, mais oui, bonne idée, je vais faire ça aussi, ouais. Pardon, je m'éloigne un petit peu, mais je pense que c'est aussi super important de se rappeler, et on va aussi le voir plus tard, mais toutes ces conneries, je m'excuse, mais toutes ces conneries beauté, ça change. Que ça soit le maquillage ou perdre du cul. Enfin voilà, là à l'époque il fallait maigrir du bas. Si maintenant tu maigris du bas, t'es plus dans les standards de beauté des années de 2021. Et puis tu te rappelles aussi la ligne, on devait faire le trait marron autour des lèvres. Non mais il y avait un tas de trucs qui allaient pas. Il y avait que ça, le diamant dans la dent de côté. Ça c'est Mélanie C, hein, elle là. C'est possible. Oui, ça oui, voilà. Ouais. Non, mais il n'y avait rien qui allait. Pardon. Non. Donc, tu en étais belle et intelligente, pas toujours facile à vivre. Non, voilà, c'est ça. Ça, c'est aussi un autre titre. C'est belle et intelligente, pas toujours facile à vivre. Bah non, parce que voilà, il faut juste qu'on soit belle. Si on est encore intelligente, après, c'est trop difficile à gérer. Alors après, on a la rubrique sexe, évidemment. Ça, c'est aussi une grande obsession de la presse féminine. Donc, dans la rubrique sexe. Qui excitez-vous
Non, mais pardon. Des plus classes aux plus sournois, 3 petits points. Passer la nuit avec un mec sans coucher. Possible ou pas? On a essayé. Putain, elle est tarée. Ensuite, enquête. Coucher le premier soir. Qu'en pense-t-il? Bah oui, Qu'en évidemment. pense-t-il? Qu'en pense-t-il? Nous, on s'en fout, hein. Ouais, non, mais... Non, non, bah non. Après, test. Un petit test, là. Êtes-vous une obsédée sexuelle? Ça, c'était le 20 ans, même sans avoir eu l'image. Je me rappelle de je me rappelle. C'était le 20 ans. C'était le 20 ans? Ça, c'était Ouais. je le vois dans ma tête. Oui, c'était le 20 ans. Oui. Et puis alors après, on nous apprend à être de merveilleuses partenaires sexuelles. Donc, comment lui mettre la fièvre? Ou 20 trucs pour éblouir l'autre sexe. Et puis une fois qu'on a bien appris tout ça, c'est « Eh les mecs, nous aussi on veut du plaisir !» Oh putain, non mais vraiment. Ouais, mais ça, alors à la limite, je trouve que c'est un peu le seul... Pour moi, c'est un peu le seul truc encore vaguement valable, quoi. Ah ouais, vraiment? Non mais oui. Je sais pas ce Bah qu'ils en oui. disent dans l'article, hein. On n'a pas les articles, on a que les Non, couvertures. on a tout. Mais ça, c'est un truc... Enfin, 20 ans plus tard, on en est encore là, quoi. Ah ouais, clairement. Ouais. Non, bah là en plus, je pense que maintenant on est vraiment dedans. Il y a Oui. 20 ans, on n'y était pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils en Mais- parlaient vraiment il y a 20 ans, Voilà. et on en est encore. C'est ça Voilà, que je veux dire. exactement. Ouais, tout à fait. Donc quand même, si on regarde, c'est que nous, on passe notre adolescence, les femmes hein, et les jeunes filles, et le début de notre vie adulte, à se former, à s'inquiéter comment faire pour être un bon coup au lit, à donner du plaisir à notre partenaire. Bon, bah alors, c'était pas le cas à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Pendant ce temps que les mecs, ils vont sur YouPorn apprendre à nous éjaculer au visage, puis à nous étrangler. Non, mais... Donc bon, on va faire un La épisode parité dans toute sa splendeur. Bon, on va faire un épisode sur le porno, donc on reviendra là-dessus. Mais enfin voilà, on voit vraiment le... Voilà, comment nous, on se forme et tout. Puis eux, les mecs, ben, ils arrivent et puis ils savent vaguement à quoi ressemble un corps féminin. Enfin, non, mais c'est... Oui, je pense pas que ouais. S'ils se sont formés à l'époque allez, au VHS de Canal+, après minuit, en clair, je pense que c'est... Enfin, ou YouPorn actuellement, hein, je veux dire, c'est un peu kiff-kiff, mais je pense qu'au niveau, au niveau de ce qu'ils voient, au niveau des corps, sans même parler des pratiques, je pense que ce qu'ils voient au niveau des corps, ils sont un peu surpris aussi, quoi. Ouais, Enfin, le ouais. jour où ils se rendent compte que quand t'es couché sur le dos, ça te pointe pas vers le ciel. Non, mais enfin, c'est des trucs tout cons, mais c'est ça, quoi. Exactement. C'est vrai. Donc, alors, puis là, on a encore une rubrique. Dans la rubrique Comment attraper un homme et ne plus jamais le laisser partir? Ou un autre titre Comment faire pour ne surtout pas être célibataire? Parce que ça, c'est aussi avec le sexe, une des grandes obsessions des magazines féminins. Quelle On a. part. Ouais. Faut-il courir après un mec? Puis après, entre parenthèses. Et comment? 2 points d'interrogation. Donc, vraiment, genre, oui, il faut le faire. Comment trouver un mec bien? Le traquer, l'attraper, l'apprivoiser. Ouais, franchement, ça me fait vriller les yeux quand je lis ça. Ah oui, non. mais- Comment faire pour qu'il reste accro? Comment le séduire et le garder? Vous l'avez trouvé, comment ne pas le perdre? Comment transformer votre amourette en big love? Comment espionner son mec? 12 pages de tests pour vraiment doper ton histoire d'amour. Et puis je me marie ou je me marie pas? Voilà. Donc, en fait, ces titres, je trouve, ça fait vraiment... Les femmes cherchent à tout prix à mettre le grappin sur de pauvres hommes qui ne souhaitent que leur liberté. Non. Ah oui, tout à fait. Non, et c'est vraiment ce concept de si t'as pas un mec, t'es rien. C'est ça. L'omniprésence de sujets et en tout cas ici actuellement c'est un peu moins ça, mais à l'époque en tout cas l'omniprésence du mec dans les journaux féminins. Alors moi ça m'allait très bien parce qu'à l'époque quand j'avais cet âge-là 12, 13, 14 ans, c'était le seul truc qui m'intéressait, c'était ça, hein, c'était les garçons. Bah oui, ça allait très bien. Mais et je sais pas si c'était ça venait de là ou si c'était juste encouragé, on va dire. Mais il y a vraiment, en fait, c'est ça, t'es une espèce de coquille vide, quoi. Il faut que tu sois jolie et que t'aies un mec. Il y a rien d'autre. Je pense pas qu'il y avait beaucoup d'articles qui t'expliquaient, je sais pas, comment trouver un métier qui te plaise, par exemple. Ouais, c'est ça. Comment être heureuse. Enfin, tout... Ouais. Mais ouais. Non. Non. Et avec ça, justement, en fait, on voit il y a tellement de pression de la société sur les femmes célibataires. C'est vraiment abusé. La société, enfin, l'entourage, tout ça. Et parfois, vraiment, et ça se voit, il y a des femmes, elles se mettent en couple avec des cons parce que c'est plus confortable au niveau de la pression de l'entourage d'être avec un con que d'être seule. C'est vrai.
Et je crois que ça, c'est aussi un truc qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on se déprogramme un peu parce que c'est important qu'on arrête de considérer le célibat aussi comme une phase transitoire dans la vie, comme un entre-deux en deux périodes de vraie vie. Donc la vraie vie, ce serait quand on est en couple, mais plutôt qu'on le prenne aussi comme un état naturel qui peut être très joyeux. Alors ça peut être mal vécu, mais ça peut aussi être vécu d'une manière très joyeuse. Et alors ça, c'est un autre sujet, mais si ça vous intéresse de déconstruire un peu le célibat, enfin, voilà, on vous conseille le podcast Le cœur sur la table, qui en parle très bien. Voilà, et puis, alors, on a encore, la rubrique. On s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais, non. Comment me définir uniquement en fonction du regard que posent les hommes sur moi? Donc, garce ou gentille? Qu'est-ce qui marche le mieux avec les mecs? Êtes-vous une nana qui fait fantasmer les garçons? Parce que sinon, c'est grave, encore une fois. Si la réponse est non, tu as arrêté ta vie. C'est ça, ouais. Avez-vous le corps de ses envies? Quelle horreur! Ensuite, on a « Dis-moi oui, la négociation expliquée aux jeunes filles comment tout obtenir d'un mec avec le sourire. » Non, mais genre, comme si la négociation, c'était le seul domaine dans lequel la négociation nous serait utile dans la vie, quoi. Non, mais quelle horreur! Ouais, puis je pense que la négociation, c'était probablement comment négocier avec tes fesses. Hein. J'imagine pas que ça donnait des... Ouais. Enfin, je sais pas, encore une fois, j'ai pas lu l'article, mais c'est un peu... Non. Bonsoir, quoi. Bon, puis alors après, on a des rubriques questions existentielles, belle et intelligente, pas toujours facile à vivre. Ça, vraiment, ils le mettent plusieurs fois, c'est vraiment en opposition. Hein. Belle et intelligente, ça va pas ensemble. Hein. Ça a créé trop de problèmes. En plus, test, il est avec vous pour vos fesses, votre appart, vos idées, les vraies raisons de son amour. Non mais au secours. Ça, c'était 20 ans aussi, celui-ci, je m'en rappelle. Oui. Ensuite, tombeuse ou loseuse, les détails qui font la différence. Ou ce Jules est-il trop intello pour moi? Non mais encore une fois, l'intelligence chez une femme, c'est vraiment un problème. Hein. Non mais... Voilà. Ah donc, oui, c'est un problème, parce que si t'es un peu intelligente, tu comprends leurs petits jeux et tu risques de les remettre... moi, je pense que dans la société patriarcale et la société misogyne, il y a intérêt à ce qu'on soit pas trop intelligente. C'est vrai. Mm-hmm. Bah ouais, tu remets vachement moins de choses en question si tu réfléchis pas à ces choses. C'est sûr. Hein. Ouais. Et donc, du coup, pour terminer, j'ai pris quelques-unes de Hit Machine Girl. Je sais pas pourquoi ça s'appelait Hit Machine Girl, mais bon, Hit Machine Girl, Salut et Star Club. Alors là, vraiment, quand on regarde les unes, alors les femmes n'existent pas. Hein. Il y a que des boys bands et des chanteurs en truc. Il y a des femmes en petit. Les Spice Girls, elles sont dans un petit coin en haut à gauche. Alors, on a Vanessa Paradis, Star Club a étudié son caractère. Madonna, son nouveau scandale, évidemment. Mylène Farmer, je suis toujours amoureuse. On a Michael Jackson, attention, pourquoi il est traumatisé par les femmes. Alizée, elle répond aux rumeurs. Oui, je suis amoureuse. Laurie, sera-t-elle une bonne mère? Beyoncé, toujours folle de Jay-Z. Non mais c'est une cata, c'est vraiment une cata. Voilà, là, c'est important, c'est essentiel de penser à ce que ça fait quand on est une jeune fille de 12 ans d'emmagasiner ce type de message en permanence. Alors aujourd'hui, on a la trentaine, on n'est plus consciente des mécanismes, ça a moins d'impact sur nous. Mais qu'en est-il quand on a 12 ans, qu'on est en train de se construire et qu'on est sans cesse confronté à sois belle, sois mince, prépare-toi pour un homme, trouve un homme, garde un homme. Sois pas trop intelligente, sinon tu vas perdre ton homme. C'est ça. Quand tout ce qu'on voit des stars féminines qu'on adore, en fait, c'est soit des critiques sur leur personnalité, qui disent que c'est des divas, des menteuses, soit on parle d'elles quand elles sont en couple. Voilà, on y reviendra plus loin, mais quels impacts ont aussi toutes ces images de femmes retouchées sur la perception qu'on a de son propre corps quand on grandit? Moi, je me souviens que quand je gardais une petite fille à Paris, elle avait 11 ans, et un jour, elle me dit... ce pantalon ne va plus, j'ai grossi. Vraiment, elle avait 11 ans. Et là, et en plus, elle était vraiment très, très, très mince. Hein. Et là, j'ai dit, mais t'as pas grossi, ma puce, t'as grandi. Et je voyais bien qu'elle commençait à entrer dans le cycle par lequel on est beaucoup à être passé, je pense. Hein. Elle avait des magazines, puis elle faisait la liste de tous les produits qu'elle voulait acheter pour ses cheveux, pour sa peau, tout ça. Et c'est hallucinant de voir à quel point on a déjà intégré tous ces messages en étant autant jeune. Hein. Ouais. Et ça, c'était ce qu'on lisait il y a 20 ans, hein, quand on était ado. C'est comme ça qu'on a grandi.
moi, quand j'ai commencé à écrire ce podcast, je me suis dit, on va regarder ce qui se fait en 2021. En 2021, ce sera sûrement un petit peu mieux, on aura sûrement fait un peu de chemin. Eh bien, non. Non, laissez-moi vous annoncer qu'en 2021, on nous prend encore bien pour des poires. Et en fait, on nous demande des trucs complètement cons. Donc, on nous demandait déjà des trucs complètement cons il y a 20 ans, mais j'ai l'impression que la tendance très très actuelle, c'est les injonctions ridicules et contradictoires. Donc là, on a regardé une cinquantaine de couvertures de magazines féminins publiées en décembre 2020 et avril 2021. On ne les a pas ouverts, on a vraiment regardé que les couvertures. Voilà. Je vous en lis 2-3. Sur Biba, on a « Je m'aime comme je suis, mais demandez-en vous trop à votre couple. » Donc, je m'aime comme je suis, mais sauf si je chante avec mon mec. Hein, auquel cas, il faudrait quand même se remettre en question. Oui. On a un magazine qui s'appelle Santé Guide, qui dit « Ça finit du bas, oui, c'est possible. » Et « Brûle-graisse, votre plan anticellulite. » Donc ça, c'est 2 titres sur la couverture. Mais également « Trop de sport ?» point d'interrogation. On est dans la schizophrénie. Hein, il faut s'affirmer du bas et brûler la graisse. Mais est-ce qu'on fait trop de sport? Magazine Santé. Régime, mincir en bonne forme et les secrets d'un bon sommeil. Hein. Moi, personnellement, si j'arrête de m'en prendre la tête sur mes grosses fesses, je dors mieux. Petit truc, hein, mais enfin, c'est personnel. Un magazine qui s'appelle Zen. Les mandalas du bonheur pour trouver l'harmonie, mais 10 ans de moins en 10 minutes. Donc on peut trouver l'harmonie, mais il faut avoir 10 ans de moins. Pratique santé. Reprendre le dessus et faire face à l'anxiété et à l'oppression, mais détox, mon plan spécial minceur. Enfin, encore une fois, lâchez-moi la grappe avec mes bourrelets et il y aura peut-être moins d'anxiété et je me sentirai peut-être moins oppressée, quoi. Enfin, c'est juste incroyable. super paradoxal et contradictoire. Uh-huh. Marie-France, dont le sous-titre est « La clé de votre équilibre ». Donc en haut à gauche, des conseils pro pour être top en visio et bloquer à la maison les conseils clés pour réinventer son couple. Donc ça, c'était pendant le confinement. Alors, moi, j'aime bien ce titre. Non, mais c'est ça. Moi, c'est un petit peu un de mes préférés parce que quand t'es bloqué chez toi pour cause de pandémie, enfin, personnellement, moi, j'essaie déjà de mettre un pantalon et un pull le matin, de changer de vêtements, et de me pointer à 9h et de bosser, en fait. C'est-à-dire que je m'en fiche que mes collègues, ils me voient avec les cheveux comme ça, la gueule en croix, donc je suis là et que je fais mon boulot. C'est une pandémie, voilà. Oui. Mais en parallèle, donc il faut être jolie pour ses collègues, il faut être bien maquillé, il faut porter des jolis vêtements, etc. En parallèle, s'il y a un souci de couple, la responsabilité de réinvention du couple incombe à madame, bien entendu. Bon, ça, apparemment, donc la clé d'équilibre chez Marie-France, c'est ça. Chez elle, on nous dit belle à tout âge, les solutions pour retrouver son éclat et êtes-vous prête à rencontrer quelqu'un? Donc là, dans elle, on est à fond vraiment dans ce qu'on a vu dans les années 90 où c'est il faut être jolie et avoir un mec. Le reste, c'est pas important. Encore une fois, on est en plein dans une pandémie, mais la santé mentale, tout le monde s'en fout. Et un petit dernier pour la route, féminin santé, anti-stress, stop à l'anxiété et à l'irritabilité, mais régime, ce qu'il faut éviter, et beauté sans traiter nos imperfections. Donc encore une fois, si tu passes ton temps à te prendre la tête sur ce que tu vas manger et traiter tes imperfections, tu risques d'être un peu anxieuse et irritable. Mm-hmm. Bon. Et ça, c'est les grandes lignes. Ça, c'est ce qu'on a regardé juste sur les couvertures des magazines. Et c'est hyper problématique. On est vraiment toujours dans ce combo gagnant d'il y a 20 ans. Maigreur, jeunesse, beauté, mode, femme d'intérieur parfaite, mais un petit peu salope pour son mec, sinon ça va pas. Mm-hmm. Et puis voilà, puis avec Mélo, on aime bien se faire un petit peu du mal, donc on a quand même acheté 2 de ses chefs-d'œuvre et on les a lus, de couverture à couverture. Et ben vous allez voir, c'était déjà pas très très glorieux à l'extérieur, c'est pas mieux à l'intérieur. J'aurais aimé vous dire le contraire, mais non. Ah ouais, vraiment. Non, mais tu sais, c'est drôle parce que quand je les ai achetés, vraiment, j'avais l'impression d'avoir un sujet d'étude sur les yeux. Ah oui. Tu sais, déjà, j'étais dans le kiosque, puis je me disais, ouais, alors, ok, je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Donc on a pris, vous allez voir, on a pris les 2 mêmes. On a pris une édition française du Elle et du Cosmo, et moi j'ai l'édition du même mois, mais l'édition américaine. Voilà. Ça, la preuve qu'on s'est bien vidé le porte-monnaie pour acheter ces trucs. Voilà. Donc, dans le Cosmo et le L du mois d'avril 2021, donc nous avons spécial corps, dehors ou dans mon salon, je me remets au sport en douceur, je m'allège et je retrouve mon énergie.
Ça, c'est de la grossophobie aussi parce que ça veut dire que si on n'est pas allégé, on n'a pas d'énergie. Enfin, ça va, ça va pas. En couve, on a donc une meuf blanche de 29 ans, taille mannequin. Bon, en fait, c'est Miss France 2011. Hein, c'est Laurie Miss Tillman. France à quel âge? Ah non, 19, pardon. C'était il y a 10 ans. Oui, non, ça fait 10 ans. Oui, ok. Oui. J'étais en panique tout d'un coup. Je disais, mais à 12 ans. C'est que cette histoire? À 12 ans. Pardon. On a... donc meuf blanche à qui tout réussit. On a... de nouveau, la sexualité avec un titre osé, donc osé, O-S-E aigu. Hein. Et si on essayait la sexualité sacrée, voilà, là, il nous invente une nouvelle connerie. Ensuite, bingo, bah, encore et toujours, les hommes sont quand même omniprésents dans ces magazines. En fait, non mais ça vraiment, je chialais de rire. En fait, les hommes sont comme nous, 2 points. Sensibles, curieux, pro-féministes, avec entre parenthèses. Si, la famille. Hein. Si. Et ils le prouvent. Ouais, oui, hashtag vive les hommes. Hein. Ensuite, on a couple, je ne suis pas romantique. Ouais. Aïe. Tu vas rater ta vie. On a... alors ça, c'est dans le L. Enfant à la maison. Pas de panique. Les conseils psy qui déstressent. Non, mais... En pleine pandémie, non mais là on n'a pas besoin de conseils psy, hein, dont les mères elles ont besoin là. Les mères elles sont en train de télétravailler, elles doivent gérer 3 repas par jour, elles doivent faire l'école à la maison avec les gosses, elles ont la charge mentale du foyer. Non mais c'est pas d'un psy qu'elles ont besoin. Non mais... Ensuite on a l'amour est dans le bio. Bon. Les jeux de mots sur l'amour est dans le pré, il faut arrêter. Non mais c'est bon, l'amour est dans le pré ça a quoi 10 ans, c'est bon. C'est vu et revu, les gars. Et puis, dernier point, mais en fait, ça, je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Puis, en fait, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que c'était dans le L que j'avais acheté. C'est la mode. Donc, c'est mode trotteur. Si vous allez faire de la randonnée, c'est un vêtement très pratique. Donc, c'est une... Bon, alors, ceux qui nous écoutent en audio, vous irez voir sur le compte Instagram, on mettra la photo. Mais donc... pour partir en randonnée, ils ont mis une meuf qui a 3 gourdes et qui est donc en robe, avec une robe qui est tout échancrée sur le côté, donc pas de culotte. Donc je sais pas si c'est pour une question de praticité, tu vois, quand tu vas pisser, quand t'es en randonnée comme ça, t'as juste à te baisser. Sur tes pompes à 4000 balles. Puis en plus, tu sais, je suis pas allée voir, mais c'est une robe Ouillard Marseille. Enfin, je connais pas cette marque, mais je pense que la robe, elle doit coûter 5000 boules. Ouais. Donc, qui met une robe à 5000 boules pour aller faire la randonnée? Enfin... Non mais je te trouve vachement dans le jugement. Moi là je rentre de vacances, on était faire de la rando, j'étais habillée exactement comme ça. Ah t'avais mis ça? Ah ouais. Et j'avais 3 gourdes. Sûre, alors. Non mais alors c'est moi qui suis complètement déconnectée. Non mais ouais, je pense ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de randonnée. Je suis plus à la page. Putain. Ça me fait penser à ces pubs, tu sais, Zara. Où les meufs, elles ont la tête dans le pull. Elles ont des pantalons qui font 8 mètres de long. Et t'es là, mais je comprends pas ce que c'est essayé de faire, Zara. Non, et puis tu mets ça où et quand? Non, mais c'est ça, c'est vrai. Ah enfin voilà, donc à côté de tous ces sujets merveilleux, on pense que c'est aussi important de noter quand même le manque de diversité hein, sur ces couvertures, parce que sur les 91, donc des années 90 et aujourd'hui, donc 80 avaient des humains en couverture. Sur les 80, il y avait 6 femmes racisées seulement. Une femme ronde, Michel Bernier, et puis le reste, c'est que des femmes qui sont jeunes, minces, souvent blondes quand même, et puis pour la plupart très peu vêtues. Il y a aussi les femmes âgées hein, qui sont aux abonnés absentes de ces couvertures. Même dans des magazines du type senior, c'est remplacé par des femmes d'1 ou 2 décennies de leur cadette, avec la police et sans rides et très très minces. Et puis en comparaison, les 8 magazines pour hommes qu'on a trouvés en ligne, ils proposaient d'être bien dans son corps, dans GQ, ou alors avec des photos de femmes peu habillées et très photoshopées, genre King ou Playboy. Ouais, peu habillée, mais pas moins habillée que la meuf qui fait de la rando, finalement. Non, c'était un peu comme ça. C'était original. Ouais, c'était un peu ça. Ouais. Non, mais on en rigole, mais c'est encore une fois, c'est ce qu'on consomme à longueur de journée, et même si on les achète pas, c'est ce qu'on voit sur les devantures des kiosques, c'est quand même grave, quoi. Bon, la bonne nouvelle, entre guillemets, du côté US, on est quand même un petit peu dans le mieux. Alors, on n'est pas encore complètement sorti des ronces, mais c'est quand même un petit peu mieux.
Les sujets du cosmos, c'est toujours un petit peu il me semble personnellement, de mon expérience, que les sujets cosmos, c'est toujours un peu what the fuck, c'est toujours des trucs un peu bizarres, mais il y a quand même de l'article. On a une partie sexo sur la prostate, tout un petit dossier d'une dizaine de pages sur l'acné, un petit article sur le lien entre la santé mentale et l'acné, comment le stress, l'anxiété, etc., ça a un impact sur la peau. Ça, c'était assez intéressant. Il y avait un article, comment faire de la place sur son téléphone, comment ouvrir une boîte de conserve récalcitrante, qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place des serviettes hygiéniques jetables. Enfin, voilà, il y avait une interview. Enfin, c'était globalement un peu étrange, mais rien de très très méchant. Le L, en revanche, là où je l'ai trouvé problématique, c'est que j'ai mis hyper longtemps à trouver un article. C'est-à-dire que dans le L, les articles qui n'ont pas la vocation de vous vendre des trucs, ils sont vers la fin. Moi, je ne le savais pas, c'est la première fois que je lisais L. Donc, j'ai vraiment galéré. Et je pense sincèrement que si ça n'avait pas été pour la science, j'aurais laissé tomber plus vite parce que au bout d'un moment, je trouvais rien à lire. Donc voilà. Et en fait, c'est super dommage parce que les trois articles uniques, on va dire, qu'il y avait dans ce journal étaient hyper intéressants. Il y avait un article qui parlait d'un mariage, comme il s'appelle Super Spreader du Covid dans le Maine, donc où il y a des gens qui ont trouvé très très malin l'année passée au mois d'août de se marier dans le Maine, et il y avait 50 personnes, ça a infecté 180 personnes du Covid et 7 sont mortes, et les 7 personnes qui sont décédées n'étaient pas au mariage elles-mêmes. Petit point santé publique, hein, c'est pas parce que vous mettez pas en danger vous-même que vous mettez pas en danger les autres. Il y avait un autre article sur une journaliste qui a tout quitté pour un mec qui était incarcéré pour fraude sur lequel elle avait fait un article. Donc elle a quitté son mec, sa maison, etc. Et le troisième article, c'était un excellent article sur cette personne qui s'appelle Efki et Twigs. Je ne sais pas si vous la connaissez, moi je la connaissais pas du tout, c'est une chanteuse qui en fait relatait son expérience d'abus psychologique et physique par son ex, qui est un acteur. Super article, mais qui par contre serait passé vraiment inaperçu parce que c'est pas du tout mentionné qu'on va parler de ça sur la couverture. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est très intéressant, c'est juste hyper perdu entre 1 million de pages de pub en fait. Niveau inclusivité, on est mieux, on est même bien. Alors on est loin de voir des personnes grosses dans les pages, que ce soit le Cosmo ou le L. Par contre, pas mal de femmes racisées, donc des femmes de couleur, des femmes métisses, des femmes asiatiques, etc. Que ce soit dans les pubs pour les marques ou dans les articles des journaux, en couverture, en l'occurrence c'est une artiste, mais quand même. Donc ça c'est déjà un super bon point. Ce que j'espère juste, c'est que c'est vraiment que ça marque vraiment un changement sur le long terme et que ça soit pas juste une réaction courte au mouvement Black Lives Matter qui a vraiment secoué les médias et la société récemment. Donc voilà. Mais le nerf de la guerre, et donc spécialement dans ces journaux français, un petit peu moins les journaux américains, le point commun, outre cette misogynie crasse, c'est les injonctions paradoxales. Si vous n'êtes pas complètement familier ou familière avec ce que c'est une injonction paradoxale, c'est toutes ces petites règles, toutes ces petites consignes qu'on devrait suivre en fait en tant que femme pour être bien, pour être digne, entre guillemets. Alors, les hommes aussi, et j'en ai brièvement parlé auparavant, les hommes aussi sont soumis à ce genre d'injonctions. Cependant, le gros problème des injonctions faites aux femmes, c'est qu'elles sont contradictoires et complètement irréalisables. C'est exactement ce qu'on vient de voir. C'est vraiment soyez belle, faites pas trop sport, mais soyez mince. C'est complètement, ça part dans tous les sens. Et ce qui est super problématique, c'est que ça nous oblige à essayer d'entrer dans des cases et à atteindre ces standards qui sont ridicules et inatteignables, ce qui peut avoir des très mauvaises, des mauvais effets sur l'état psychologique. Donc, dans ces injonctions, nous, on a trouvé 4 familles. On a les injonctions physiques. Donc, il faut être mince, mais pas squelettique. Il faut être musclé, mais pas bonhomme. Il faut avoir les jambes et les aisselles épilées, mais pas le pubis. Parce que si tu t'épiles le pubis, tu es une pute. Il faut avoir un gros cul, mais une taille fine, etc. Et au-delà du fait que, premièrement, personne ne devrait avoir le droit de vous dicter à quoi vous devez ressembler,
parce que ça dépend, ce que vous ressemblez, ça dépend, ça dépend d'un tas de trucs, mais c'est souvent aussi des choses sur lesquelles on n'a pas de... Pas de prise. Oui, on peut pas changer. Moi, je fais 1m60, je vais pas pouvoir tout d'un coup prendre 15 centimètres. Non. Ça va être compliqué quand pour avoir le physique de Kendall Jenner, là, on va avoir un problème. Hein. Je veux dire, pareil, ma couleur de peau, je peux faire de l'auto-bronzant, etc. Mais finalement, on a des donnes génétiques. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément changer. Et puis vouloir changer son physique, c'est quand même problématique. C'est quand même nier une partie de qui on est. Il y a aussi des injonctions psychologiques. Donc, il faut être heureuse, mais connectée à ses émotions, ou connectée à ses émotions. Il faut tout maîtriser, mais il faut savoir lâcher prise. Il faut travailler sur nous-mêmes, mais il faut savoir s'aimer comme on est. Il faut être en charge de tout, mais il ne faut pas être anxieuse, etc. Il y a des injonctions relationnelles qui nous disent qu'il faut être des compagnes agréables et des épouses dévouées, des bonnes mères, des amis fidèles, des amis disponibles, mais il faut aussi prendre du temps pour soi et pas se laisser soi-même de côté. Il ne faut pas avoir de coups de mou, etc. Et tout ce qui est au niveau comportemental, donc il faut être gentil, mais pas trop gentil. Il faut être agréable, mais pas flirty. Il faut être forte, mais pas intimidante, etc. Et en fait, le problème, c'est vraiment ce mais. C'est vraiment il faut toujours être de une chose, mais pas trop. Ouais, trouver le bon milieu. C'est ça, trouver le bon milieu. Et le problème, c'est que le milieu, il est dicté par la société, il est dicté par les magazines, il est dicté par la mode, les réseaux sociaux, et ça change constamment. Ça change. Il y a une petite image de Barbie. C'est les standards physiques au fur et à mesure des années. Donc, je crois que ça fait genre 30, 40, 50, etc. Toutes les années jusqu'à maintenant. Et en fait, on voit à quel point dans les années 50, il fallait être petite, avoir une grosse poitrine et des hanches assez importantes, mais une taille très fine. Donc ça, c'était dans les années 50. Et 70 ans plus tard, en 2021, il faut avoir un tout petit buste, mais des très grosses fesses. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on nous force à entrer dans ces cases, mais toutes les 5, 10, 15 ans, ces cases, elles changent. Et donc, ça ne fait aucun sens. C'est exactement ce qu'on parlait avant par rapport aux sourcils. Exactement. D'ailleurs, tu vois, dans les années 90, c'était Kate Moss. C'était vraiment nous. D'ailleurs, ils le disent. Hein, les années 90-2000, c'était vraiment la période où le modèle féminin, c'était le plus mince que ça a jamais été, d'ailleurs. La maigreur, quoi. Oui. Et aujourd'hui, en fait, on est vraiment sur du comme ça, et c'est totalement l'opposé. Ouais. Et je veux dire, moi je regarde en grandissant, moi j'ai toujours été un peu ronde, avoir des formes, etc. Et je me rappelle quand la période des Spice Girls avec les crop tops, etc. Moi je me sentais super mal parce que toutes mes copines elles avaient le ventre hyper plat et moi je m'en suis rendu compte, ça m'a pris 15-20 ans à m'en rendre compte, j'aurais jamais le ventre plat, c'est pas ma morphologie. Je peux faire des abdos, je peux faire tout ce que je veux, j'aurais pas ce ventre hyper modelé, etc. À moins que je fasse 10 heures de sport par jour. Et encore une fois, c'est super problématique parce qu'il n'y avait pas d'autres exemples à ce moment-là. Et moi, je me rappelle, en grandissant, je me sentais super mal parce que j'étais toute boudinée dans mes jeans taille basse et mes crop tops, quoi. À ce sujet, on vous conseille une vidéo qui est vraiment, vraiment bien, qui a été produite par le magazine Girls, où vous voyez l'actrice et politicienne Cynthia Nixon, donc c'est elle qui faisait Miranda Hobbs dans Sex and the City, la rousse avec les cheveux courts, l'avocate, qui lit un texte original de Camille Rainville, qui s'appelle Be a Lady, donc soit une dame. Et c'est une petite vidéo qui dure de 3 minutes, et en fait, elle liste toutes les injonctions contradictoires auxquelles on fait face. La vidéo donc, a été réalisée par ce magazine. Les images, elles sont curatées par le magazine aussi, donc je pense qu'il faut plutôt regarder cette vidéo pour le fond et un peu moins pour sa forme. Les images de la vidéo ne sont pas très inclusives, c'est pas forcément... Je trouve que ça dessert presque un petit peu le message, la vidéo qui est derrière. Par contre, le texte, vraiment excellent. On vous mettra le lien, j'ai trouvé une version qui est sous-titrée en français. Allez regarder cette vidéo, ça prend moins de 3 minutes et c'est vraiment une vidéo qui est excellente. Trop bien, ouais. Et moi, tu vois, tout ce chapitre-là sur les injonctions, ça m'a fait penser aux premières pages de King Kong Theory de Virginie Despentes, livre d'ailleurs que je vous conseille à toutes. Excellent, oui. Et le premier chapitre de cet essai, c'est un formidable pied de nez, je trouve, à toutes ces injonctions dont on vient de parler, vraiment à toutes ces choses, et elle les casse les unes après les autres. Et je vais lire quelques passages pour parler de ça. Donc, j'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf.
Alors, elle dit, je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire épouser dès qu'ils sentent le sexe, et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celles-là. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Je parle de ma place de femme toujours trop tout ce qu'elle est. Trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute. Toujours trop virile, me dit-on. J'écris donc d'ici, de chez les invendus, les tordus, celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer, celles qui ont les chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre, celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars, celles qui ne savent pas se tenir. Et elle conclut ce chapitre. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Donc ça, c'est un des premiers livres féministes que j'ai lu et je trouve que c'est formidable pour commencer à déprogrammer son cerveau de tout ce qu'on entend depuis toujours dans la presse, enfin, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui et pour commencer à reconstruire les choses autrement. Ouais, tout à fait. Non, c'est super intéressant comme extrait. J'adore Virginie Despentes personnellement. Le problème de ces injonctions, c'est justement que ça crée une dépendance à l'approbation des autres. Ça crée un besoin extrême de validation. Et que si on ne rentre pas dans ces cases, on va se sentir vulnérable, on va avoir le sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas avoir suffisamment de valeur. Et ça va vraiment créer des problèmes psychologiques. On va vraiment se sentir pas assez bien, en fait, pas assez bien pour quoi que ce soit ce qu'on veut faire, en fait. Et je pense que c'est super, super, super important de se rappeler que la société patriarcale, elle considère que le physique des femmes doit être validé par les hommes, pardon, et qu'on nous présente l'approbation masculine comme le but à atteindre. Ça, c'est super important de s'en rappeler. On doit être jolie pour les attirer, on doit être bonne pour qu'ils puissent se faire mousser devant leurs copains, mais on doit être quand même discrète pour pas trop leur voler la vedette, ou pour pas trop attirer l'attention. C'est quand même super dangereux, toutes ces injonctions, spécialement les injonctions physiques, parce qu'en fait, d'après ces standards, il faut être maquillée pour être jolie, il faut porter un certain type de vêtements, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut ressembler à ci, il faut ressembler à ça. Seulement, dans le cas d'un viol ou d'une agression sexuelle, c'est toujours la première chose qu'on demande. On demande toujours, oui, mais elle était habillée comment ? Et je dis je parle de la société, ça c'est quelque chose qui est en train de très, 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 trop gentiment tomber, mais ça va être, elle était habillée comment ? Ah, elle portait du rouge à lèvres. Oh, bah, elle l'a bien cherché, hein. Oh, mais elle était provocante. Et en fait, ça donne des excuses à l'agresseur pour justifier son comportement. Et ça, je vais le répéter 1 fois, 1000 fois s'il faut, bien fort pour les deux du fond qui pioncent près du radiateur. Non, mais c'est super important. Les viols et les agressions sexuelles sont la faute du violeur ou de l'agresseur, pas des victimes, jamais des victimes. Je répète encore 1 fois, les viols et agressions sexuelles sont la faute du violeur et de l'agresseur, pas des victimes. Quel que soit ce que la personne porte ou portait, c'est pas une raison. Et je pense que c'est vraiment comment on arrête les viols et les agressions, c'est en rééduquant les agresseurs. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre justement que la raison pour laquelle c'est quelque chose qui revient toujours sur le tapis, comment elle était habillée, qu'est-ce qu'elle portait, etc. C'est parce qu'encore une fois, la société, elle est misogyne et que dans la mesure où on pense qu'on s'habille pour plaire aux hommes ou pour avoir leur approbation, du coup, s'ils réagissent, c'est notre faute. C'est tragique, mais c'est hyper vicieux. C'est hyper vicieux, mais c'est important de s'en rappeler. C'est vraiment qu'on soit victime ou qu'on soit quelqu'un qui va soutenir une victime, c'est important de s'en rappeler. Ce que la victime portait, ça n'a rien à voir.
Non. D'ailleurs, il y a en parlant de ça, il y a eu une expo, je crois. Je sais plus où, ça doit peut-être être au Royaume-Uni. Oui. Une expo, c'est au Royaume-Uni? Je crois que c'est au Royaume-Uni. Tu vois, oui. justement, un musée où voilà ce que je portais quand j'ai été violée. Ouais. Et en fait, on voit que. Ouais. Ouais. Oui, Enfin, que ça n'a rien à à voir. voir. Et ça devrait vraiment même pas être remis sur le tapis, quoi. C'est vraiment, ça, c'est vraiment aussi une notion de consentement, je pense. Il faudrait qu'on en reparle. Mais c'est important aussi de voir le rapport entre ces injonctions et à quel point, du coup, ça, dans l'esprit collectif, ça justifie quelque chose qui est absolument injustifiable jamais. Ouais. Et puis, le deuxième parallèle de ces injonctions, c'est aussi que, il ne faut pas se voiler la face, hein, il y a un énorme potentiel commercial derrière tout ça. La société de consommation, elle a intérêt à ce qu'on achète le jean X ou Y qui nous fait un joli cul et qu'on va nous faire changer dans 3 semaines parce que les jeans serrés aux jambes, ça va plus. Maintenant, il faut le jean comme ça, c'est plus la bonne couleur, c'est plus la bonne coupe. Ou alors de faire dépenser des sommes complètement folles dans des compléments alimentaires hors de prix pour pouvoir perdre 3 kilos avant les vacances d'été. Et au sujet des compléments alimentaires qui vont nous faire perdre 3 kilos avant les vacances d'été, ça n'existe pas. Si vous perdez 3 kilos, soit vous avez liquidé 3 kilos de flotte, soit vous avez perdu un bras. Non mais enfin, je fais c'est encore une fois, rappelons-nous bien qu'il y a une énorme donne commerciale derrière toutes ces injonctions. C'est ça, exactement, ouais. Justement, pour vous donner une idée de la composition de ces magazines, dans le Cosmo du mois d'avril, par exemple, donc on a 154 pages pour 1,95 € en France ou 4,90 € en Suisse. Dedans, il y a 30 pages de pub, 16 pages de mode, 36 pages de placement de produits. Donc, les placements de produits, vous savez, c'est quand ils font une sélection, voilà les meilleurs fonds de teint du mois, ou voilà les meilleurs, enfin, tout ce genre de trucs. Donc 36 pages de ça, et puis une trentaine de pages sur 154 sans aucun placement de produit. Dans le L du 9 avril, on a... Le L, on a 119 pages simples, il coûte $7, 82% de publicité. C'est-à-dire que dans le L, j'ai mis un petit post-it avant le premier article, qui est donc un article de placement de produit, hein. J'appelle quand même ça un article parce que c'est pas que des photos de mode purement, il y a quand même un peu de texte. 27 pages pour arriver à cette page-là. 27, hein. Donc tout ça, c'est que des photos de mode, c'est du parfum, c'est du cosmétique, c'est du sac à main, etc. J'ai compté 97 pages de pub totale, donc page simple. Page simple. Et donc, sans aucun placement de produit ou publicité ou... 100 pages qui nous vendent quelque chose, 22 pages sur 119. Ouais, ça fait cher la page, hein. Ça fait super cher la page. Et un truc que je voulais montrer, je sais pas si on va réussir à le voir. Donc là, pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est une double page sur le centre qui donne en fait les crédits. Donc, qui liste les noms des personnes qui ont publié le magazine. Donc ça... La petite partie-là, c'est environ, je dirais, 5-6 cm de haut. C'est une liste de noms de personnes qui ont écrit des articles. Et en fait, sur la page en face, qui fait à peu près 3 fois l'épaisseur, c'est les personnes qui travaillent sur l'advertisement, donc des personnes qui travaillent pour la publicité. Donc, c'est pas grave sur le principe. Je veux dire, il faut juste s'en rappeler. Il faut juste bien penser que quand on achète un magazine, on achète de la publicité. Et on achète un truc qui, du coup, va nous pousser à la consommation, va faire en sorte qu'on consomme de plus en plus et qu'on consomme toujours différent aussi. Parce que ce qui est dans les pages de cette pub, ce qui est dans les pages de pub en avril 2021 du L, en septembre, ce sera autre chose. Parce que ce sera une saison différente ou parce que le jean blanc, il sera plus à la mode. C'est ça, ouais, exactement. Exactement. Puis avec ça, on voit bien que la presse féminine, elle est là pour appuyer sur nos insécurités, alors que, c'est comme on l'a vu avant, c'est pas du tout le cas dans la presse masculine. Et ils appuient là-dessus pour nous vendre des produits et des services. La presse, elle crée des complexes et puis elle propose ensuite des solutions. Les magazines, ils créent des complexes qui peuvent par essence pas être réglés parce que on peut pas empêcher le vieillissement, on peut pas empêcher d'avoir de la cellulite. On ne peut pas ne pas avoir la peau qui finit par pendre. Voilà, c'est impossible. C'est la vie, c'est la gravité, c'est le destin de nos corps, en fait. C'est comme ça. Et toute l'industrie l'a bien compris. Créer des complexes, ça fait vendre. Et c'est le principe de la totalité des produits cosmétiques pour femmes.
quand on fait la liste de tous les produits qu'on achète, alors que quand tu achètes un truc pour mec, ils ont un produit qui fait shampoing, Corps, corps, visage, pied. Non mais c'est abusé. Oui. Nous on a des crèmes anti-rides, des crèmes anti-cellulite, des crèmes pour s'épiler, des crèmes pour les joues, des crèmes pour tous les yeux, des crèmes pour le cou, des crèmes pour les cuisses, des crèmes pour les pieds, non mais des crèmes pour les jambes, des avant-shampoings, des après-shampoings, des masques. Non mais tout autant de produits pour contrecarrer cette nature qui nous a définitivement bien mal lotis. Et, ouais, enfin, des fois, est-ce qu'on n'est pas un peu fatigué quoi, de lutter contre des choses contre lesquelles on peut, intrinsèquement, on peut rien faire. Ouais. Non, tout à fait, oui. C'est un problème. C'est un grand problème. Et c'est vrai, tu dis on est mal lotis. Je pense qu'on n'est pas si mal lotis que ça. Je pense que c'est juste justement cette habitude et cette habitude de la société misogyne qui fait que une femme qui vieillit c'est pas beau, une femme qui a ci c'est pas beau. Enfin c'est ouais. Non mais c'était totalement ironique hein. Non mais tout à fait. Oui bien sûr mais c'est ce que je dis. Enfin c'est tragique. C'est vraiment tragique ouais. Et puis, l'autre point à soulever aussi de ces magazines, c'est la différence de représentation des hommes et des femmes dans la presse. Bon, alors ça, c'est partout, hein, c'est même à l'écran. Mais on va mettre les photos alors, si vous nous regardez en vidéo, là, on met les photos. Sinon, en audio, vous pourrez les voir sur notre compte Instagram. Mais on va pouvoir voir la différence alors, il y a Sandra Bullock, Nicole Kidman et George Clooney. Et comment ils sont mis en scène différemment. Les femmes, elles ont la peau plus lissée que nous, qu'on a 30 ans. Et George Clooney, lui, alors par contre, il a les rides ultra marquées, des cheveux blancs. Et on voit en fait que les hommes, ils ont le droit de vieillir, mais pas les femmes. Et d'ailleurs, vous connaissez le vieil adage, hein, les hommes s'améliorent en vieillissant. Le bon vin. Alors que c'est pas vrai. Alors que ça, c'est vraiment une croyance qu'on a construite. Enfin, je sais pas. Hein. C'est vrai qu'il y a des hommes qui deviennent... Mais il y a aussi des femmes qui sont très belles en vieillissant. C'est pas vrai. Parce que si on regarde Léo dans Titanic, je suis désolée, hein, il était vachement plus beau à 20 ans qu'aujourd'hui. Hein. C'est pas faux. C'est mon avis. Donc voilà, ça nous amène au sujet des retouches des corps féminins dans la presse et dans les pubs. Et ça fait de nombreuses années que ces retouches, elles sont dénoncées, hein, mais il n'y a rien qui change, réellement. Les corps et les visages, ils sont tellement retouchés que ça crée des individus qui n'existent pas. Au final, là aussi, hein, on peut se dire que c'est pas bien grave, parce que les lectrices, elles savent que c'est retouché. Mais non, parce que le problème, c'est que la société dans son ensemble, donc les hommes et les femmes, on voit que des images de corps de femmes qui n'existent pas, partout. Sur les panneaux publicitaires, dans la rue, dans les journaux, à la télé. Enfin, on voit des corps qui sont entièrement retouchés. Alors, il y a le grain de peau qui est lissé, il y a les cheveux qui sont plus volumineux, la peau qui est plus bronzée, les bras et les jambes qui sont affinés et allongés, le ventre et les hanches qui sont amincis. Enfin, de toute façon, ils essayent de faire des espèces de... Enfin, il n'y a aucun pli de gras à nulle part, il n'y a aucun poil qui dépasse, la peau du corps entier, elle est lissée. Et ça, alors, pour celles et ceux qui connaissent, mais si vous avez Photoshop ou Lightroom, il y a un truc pour justement lisser la peau et c'est abusé comme ça fait une peau qui n'existe pas, en fait. Et comme c'est facile. Ouais, parce qu'on peut le faire à la maison. Et d'ailleurs, Amy, on en a parlé pendant qu'on préparait l'épisode, mais il y a une appli qui faisait ça, puis tu avais essayé... Ouais, j'avais pris une application ça te fait... Ouais, en fait, vous prenez une photo de votre visage et en fait... C'est hyper simple, c'est hyper intuitif. Vous sélectionnez la partie du corps que vous voulez, donc la partie du visage. Et en fait, l'intelligence artificielle de l'application, mettons que je veux sélectionner mon nez, que je veux un nez qui soit plus haut et plus fin. En fait, vous cliquez nez et il y a une petite flèche et on peut faire plus fin, plus épais. Et c'est extrêmement bien fait parce qu'il n'y a aucun travail manuel. Il faut juste cliquer sur la partie du corps et l'application... d'office, elle reconnaît en fait de quelle partie du corps on parle et elle fait les modifications et c'est vraiment... Ouais. C'est impressionnant. En fait, c'était ultra bien fait, mais c'était surtout très impressionnant parce que c'était facile et c'était vraiment fait en 2 coups de cuillère à peau. Ouais. Non, mais c'est ça qui est tragique en fait, c'est que c'était une application gratuite et c'était très 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 facile à utiliser. Ouais, c'est ça. Pour des résultats qui étaient assez bluffants. Ouais, c'est ça. Et en fait, alors là, ça c'était sur nous, qu'on peut essayer sur nous, mais
toutes ces retouches de ces mannequins qu'on voit dans les journaux, elles sont faites sur des femmes qui ont déjà à la base des corps exceptionnels, dont le métier est de correspondre aux critères de beauté en vigueur. Enfin, c'est quand même des femmes qui sont déjà très grandes et très minces de base. Et avec ça, en fait, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on déteste à ce point les corps des femmes. Pourquoi est-ce que les corps qu'on érige en corps désirables, ce sont des corps dont les mensurations sont le plus éloignées possible des mensurations féminines moyennes? Pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas des femmes comme tout le monde, qu'on prendrait en photo et qu'on mettrait telles quelles dans la presse? Vraiment, ça c'est un truc, en faisant cet épisode, j'ai réfléchi à un monde, une utopie. Une utopie. Vraiment, où on aurait, enfin, dans la presse, que des gens normaux. Donc, parce qu'il faut, voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que tout ça c'est construit, ça a été pensé et réfléchi en amont. Donc, notre vision de ce qui est beau et de ce qui ne l'est pas, c'est construit. Si depuis toujours on était habitué à voir dans les magazines et sur les podiums des femmes de la vie de tous les jours, on les trouverait belles. Est-ce qu'on arrive à imaginer le nombre de problèmes que ça réglerait si on sélectionnait pas qu'une infime partie de la population, donc des filles grandes, minces, blanches et blondes, pour illustrer et représenter la majorité des magazines féminins? Non mais, parce qu'à force de voir que ça, on parvient plus à savoir quand même ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et l'effet que ça a sur les gens, c'est dévastateur. Les femmes, nous, on se sent toujours qu'on n'est pas assez, en fait, qu'on devrait être mieux, qu'on pourrait faire mieux, qu'on devrait faire des efforts pour tendre vers cet idéal qui est totalement irréaliste et irréalisable. Et vraiment, essayons d'imaginer 5 minutes quelle serait cette société si on avait des gens normaux dans les magazines. Non mais c'est abusé en fait. Ouais. Moi ça m'a vraiment... Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit mon Dieu. Et alors, mis à part la presse, il y a Instagram qui a quand même fait aussi pas mal de dégâts dans ce domaine parce que, à la limite, dans les journaux, on sait plus ou moins que c'est retouché. Mais sur Instagram, on croit que c'est la vraie vie et on croit qu'il n'y a pas de filtre. On avait parlé de cette image de Kendall Jenner qui nous avait d'ailleurs fait lancer le podcast avec Amy. Elle a posté, je vais la mettre, on va la mettre. Elle avait posté une image d'elle qu'elle aurait prise avec son téléphone portable et on dirait que c'est un selfie qu'elle a pris au naturel et puis posté directement. Alors qu'en fait, c'est une image qui est mise en scène et qui a été aussi complètement retouchée parce que même Kendall Jenner, elle ne ressemble pas à cette Kendall Jenner qu'on voit dans la photo. Dans la vraie vie, elle n'est pas comme ça. Et voilà, et là, Amy, tu vas parler là, des Kardashians et comment cette famille est un peu problématique quand même. Ouais, et surtout, ce que je trouve intéressant avec les Kardashians, c'est qu'elles sont un super exemple des conséquences du patriarcat, alors même qu'elles continuent à perpétuer le modèle de standard physique inatteignable. Ce que je trouve intéressant personnellement avec les Kardashians, et moi je suis absolument pas fan d'elles, je préface en disant ça, c'est que elles promeuvent des jus et des pilules qui sont super dangereuses pour la santé. Elles promeuvent des standards physiques qui sont encore une fois complètement irréalisables, qui sont pas atteignables sans probablement de la chirurgie esthétique ou comme tu disais Mélo, sans que ça soit leur métier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, elles sont à la fois victimes et actrices du système. Donc moi, ce qui me déplaît dans leur démarche, c'est qu'en faisant toute cette promotion, elles encouragent la dysmorphie. Donc elles encouragent le fait que quand on se regarde, on se trouve moche, on se trouve grosse, etc. Alors même qu'on a un corps tout à fait standard, tout à fait existant. Et puis, elles prennent un peu leur audience pour des billes, parce que voilà, elles vendent justement toutes ces pilules, etc., en faisant croire que leur corps de rêve, et je mets rêve entre guillemets, mais leur corps qui est si aligné sur les standards, il est dû à toutes ces merdes qu'elles vendent, alors que clairement, le seul truc que ça va vous faire, c'est que ça va vous flinguer les reins. Mm-hmm. Mais voilà, ou comme dit Jamila Jamil, ça va vous filer la diarrhée. Non, mais en fait, c'est ça, c'est ce que j'expliquais avant. Je rigolais un peu en disant, ah oui, la pilule miracle qui vous fait perdre 3 kilos en 3 jours, c'est que vous perdez de l'eau. C'est ça. Il n'y a pas... Ouais. Je veux dire, si tu veux perdre 3 kilos de graisse, en 3 jours, il faut une liposuction. Ça n'existe pas. Le problème, c'est qu'en fait, elles postent ces photos d'elles qui sont hyper retouchées. Elles sont à L6, elles ont 894 millions de followers. C'est 3 fois la population des USA. Alors, j'ai lu un article récemment qui disait qu'il y aurait apparemment 50%
de bots, donc de faux followers. N'empêche, ça nous amène quand même toujours à 400, 450 millions. Elles ont une audience qui est absolument gigantesque, mais et en fait, elles les prennent pour des abrutis en leur faisant croire que ce qu'elles montrent sur les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Alors, c'est un business, hein, mais moi, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, la presse people, elle applique la théorie de Jamila Jamil dont tu as parlé, Mélo, un petit peu plus tôt. Ça fait 15 ans qu'elle l'applique avec ses filles. Ça fait 15 ans qu'elles sont dans les magazines People. Ça fait 15 ans qu'on les suit à la trace, qu'il y a des photos de ci, qu'il y a des photos de ça, etc. Et en fait, elles, au lieu de se laisser démonter ou au lieu de riposter ou d'en faire quelque chose de positif, elles ont surfé sur la vague et elles ont développé ce business uniquement basé sur leur image. Et vu de l'extérieur, ça pourrait peut-être un peu passer comme une espèce de success story à l'américaine, mais elle a des effets qui sont extrêmement néfastes. Et un excellent exemple, c'est cette photo qui a été postée sur les réseaux sociaux mi-avril de Chloé. Donc Chloé, c'est la 3e fille de la famille Kardashian, si je ne m'abuse. Chloé, elle a 36 ans, elle a un enfant. Et en fait, il y a une photo d'elle qui a été postée par quelqu'un d'extérieur. Donc c'est pas elle qui l'a postée directement. C'est une photo d'elle qui a été prise en bikini, où elle n'a pas de maquillage, où elle est super souriante. On voit que c'est vraiment une photo qui a été prise sur le fait, comme ça, avec un téléphone. Et puis en fait, on lui voit, elle a un corps qui est assez tonique. Alors elle a un petit peu de gras à droite à gauche. Spoiler alert, c'est les endroits où on a toutes du gras. Donc vraiment rien de... Enfin, c'est une jolie photo, ça avait l'air d'être un bon moment en famille, etc. Le problème, c'est que c'est une photo qui n'a pas été retouchée, qui n'a pas été prise sous une certaine lumière comme elle le fait d'habitude. Et en fait, sous un fallacieux prétexte de droit d'auteur, son équipe de relations publiques, depuis, se bat d'arrache-pied pour la faire retirer. Alors bonne chance à eux, parce qu'une fois que c'est sur Internet, c'est fait pour y rester. Mais là où j'ai trouvé que c'était dérangeant et triste, en fait, en même temps, c'est que quelques jours après, elle a posté plusieurs autres photos avec un texte. Et en fait, c'était des photos d'elle qui n'avaient pas été retouchées non plus, qui ont été prises, sauf erreur, à la gym. Alors, effectivement, ces photos n'ont pas été retouchées, mais elles ont été prises dans un contexte différent que cette image de la piscine. C'était des photos dans une lumière qui était différente. Elle avait un vêtement de sport qui était juste remonté, donc on voyait vraiment juste son ventre et ses abdos. Et si vous voulez mon avis, elle devait se rentrer le ventre à un tel point que je ne sais pas comment ça rate, qu'elle n'était pas remontée par les trous de nez. Non, mais on voit qu'elle est en flex, vraiment qu'elle est dans le... Voilà, elle avait sûrement rien mangé, rien bu la veille, donc elle était absolument... Enfin, ce sont des très jolies photos aussi, mais malgré le fait que ces photos n'étaient pas retouchées, ça restait des photos curatées, on va dire. C'était des photos qui ont été prises d'une certaine manière pour se mettre en valeur. Et j'ai rien contre le fait de se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Je vais vous lire une partie de la légende qui accompagnait la photo. C'est une légende qui est super longue, on la mettra sur nos réseaux sociaux, on mettra une traduction en français. Je vais vous lire juste une petite partie. Donc elle dit « C'est moi et mon corps non retouché et sans filtre ». Donc elle parle de cette photo qu'elle a postée par après. La photo qui a été postée cette semaine à la piscine est magnifique. Cependant, étant quelqu'un qui a souffert de cette image que me renvoie mon corps toute ma vie, quand quelqu'un prend une photo de vous qui n'est pas flatteuse et la partage avec le monde, on devrait avoir le droit de demander qu'elle ne soit pas partagée, qui que vous soyez. Ce qui est vrai. En réalité, la pression constante ridicule et les jugements de j'ai souffert toute ma vie pour être parfaite, elle a mis les parfaites entre guillemets, et pour suivre les standards d'autres personnes, sont trop lourds à porter. Elle explique ensuite qu'elle a toujours été considérée comme la grosse sœur, comme la sœur moche, etc. Et puis, elle continue en disant « Mais qui s'intéresse à comment elle se sent ?» donc en parlant d'elle-même, car elle a grandi avec tant de privilèges. Elle a aussi signé pour une émission de télé-réalité, donc elle récolte ce qu'elle a semé. Je vous ne demande pas de sympathie, juste de reconnaître que je suis humaine. Elle parle de différentes autres choses. Elle dit « C'est presque insupportable d'essayer de m'aligner sur les impossibles standards dictés par mon public. Depuis plus de 10 ans, mes photos ont été micro-analysées pour y trouver chaque imperfection et se moquer du plus petit détail, et tout le monde me le rappelle chaque jour. Vous ne vous habituez jamais vraiment à être jugé et démonté et traité de moche. Ce que je veux dire, c'est que si vous entendez quelque chose suffisamment souvent, vous commencez à le croire vous-même. Ceci est un exemple de comment j'ai été conditionnée à croire que je n'étais pas assez belle en étant juste moi. » Et ça, moi qui ai déjà très peu de sympathie de base, ça m'a vraiment énervée, pas par rapport à elle. J'ai vraiment eu mal au cœur pour elle parce que, en fait,
elle a souffert de ça toute sa vie. On voit que ça lui a posé des problèmes psychologiques. Elle explique qu'elle a eu des problèmes avec la nourriture, qu'elle a des problèmes d'estime d'elle-même, etc. Et en parallèle, elle et sa famille continuent à enrichir cette espèce de cercle vicieux dégueulasse qui pousse les gamines à acheter, à consommer, qui pousse les gamines à vouloir avoir un petit buste et des grosses fesses. Et je ne suis pas en train d'essayer de trouver des excuses à sa mère ou à ses sœurs, etc. Mais imaginons ce qui s'est passé dans leur tête et la sape que la société patriarcale et misogyne a eue pendant toutes ces années pour en arriver là. Il y a un extrait qu'on vous mettra aussi sur notre Instagram de leur télé-réalité. Ça devait être... J'ai jamais regardé cette télé-réalité, j'ai trouvé ça sur Internet. Ça devait être il y a 7, peut-être 6, peut-être 7 ans. Et en fait, on voit Kris, qui est la mère, la matriarche du clan Jenner et Kardashian, qui appelle sa fille Chloé et qui lui reproche qu'elle est en train de prendre du poids et que sa prise de poids a des effets néfastes sur leur business qu'elle a eu tant de peine à construire. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que ces gens ont intégré et sont en train de perpétuer tous les jours avec leur business que être jolie, c'est avoir un certain type de corps. Être respectable, avoir du succès, c'est seulement si on ressemble à X ou Y. En l'occurrence, c'est les standards qu'elles ont créés. Cette forme extrêmement, vraiment curviligne avec ses grosses fesses et ce buste tout fin, c'est quelque chose qu'elles ont créé et qu'elles continuent à développer, etc. Et en fait, elles ont tellement intégré le fait que si tu ne rentres pas dans ces cases, tu n'es pas digne, tu n'es pas ok, tu n'es pas belle, etc., qu'elles trouvent que c'est normal et ok de pousser leur sœur, leur fille, à la télé devant tout le monde et de la shamer, en fait, de lui faire honte par rapport à son corps. Et en fait, moi, le problème que ça me pose, c'est que elles utilisent ce modèle pour continuer à faire du fric, alors même qu'une de leur propre clan en souffre au point d'avoir de l'anxiété, au point de s'en rendre malade psychologiquement tous les jours. Et pourtant, elle continue. Puis elle fait ça à d'autres en plus. C'est ça. Et c'est ça. J'ai vraiment... Je peux comprendre ce concept de business avant tout, mais là, vous avez une de vous êtes 6, il y en a une de vous 6 qui en souffre au quotidien. Enfin, voilà. Et je pense que c'est très difficile de déconstruire et de faire tomber de leur piédestal un clan comme les Kardashians. Mais je pense qu'on peut, chacune de nous-mêmes, consommer de manière plus responsable et avec plus d'intention. Je pense qu'il faut être super, super, super vigilante. Se rappeler que les magazines sont majoritairement rémunérés via les publicités. Je veux dire, quand vous prenez le L qui coûte $7, je veux dire, c'est... Toutes les personnes qui ont contribué à ce magazine, la plupart des choses, c'est payé par la publicité. Les marques, elles payent un fric de fou pour rentrer dans ces magazines. Donc vraiment, rappelez-vous, quand vous lisez les magazines, quand vous consommez du contenu dans les médias, rappelez-vous qu'on nous pousse à la consommation, que le but c'est qu'on achète, et quelle meilleure consommatrice qu'une femme qui a peu sur d'elle et qui a envie de s'améliorer, entre guillemets, pour rentrer dans les cases. Il faut être aussi vigilante sur les réseaux sociaux, surtout avec les jeunes filles. Mélodie en a parlé avant, nous on a grandi avec les magazines. Éventuellement, le magazine il était sur la table du salon, on pouvait en parler en famille. Les réseaux sociaux, ça se consomme des heures et des heures, on scrolle, on consomme sans réfléchir, etc. Et les sœurs, les filles, elles regardent ça, elles sont toutes seules devant leur téléphone. Donc parlez-leur-en. Expliquez-leur que c'est un métier, expliquez-leur que les Kardashians, elles passent 8 heures par jour, elles ont des cuisiniers, elles passent 8 heures par jour à faire du sport, c'est leur métier. Je veux dire qu'il y a des gens qui cuisinent pour elles, il y a des gens qui les entraînent, ça ne remet pas en cause tout le travail qu'elles font, je veux dire, s'entraîner 5 heures par jour, c'est un métier. Mais pense bien entendu que nous, on ne pourra pas avoir le même corps parce qu'on a un boulot de 9 à 18 heures, et puis que quand on sort du boulot, on se fait cuire une pizza surgelée parce qu'on n'en peut plus. Je veux dire, et puis vraiment se rappeler que ces corps, comme tu disais Mélo, ces corps qu'on voit partout, c'est pas la normalité. La valeur des femmes, c'est pas uniquement lié à la donne physique. Et puis voilà, puis se rappeler que ce qu'on a dit, la société est fondamentalement patriarcale et que ces injonctions sont là pour nous rendre dignes de remplir nos fonctions primitives de compagne. Du côté qui est pas de la consommation.
La valeur d'une personne, elle se mesure ni à son tour de hanche, ni à la longueur de sa jupe. Si vous avez envie de tonifier vos abdos, si vous avez envie de réinventer votre couple, libre à vous. Mais faites-le parce que vous le voulez, faites-le parce que c'est quelque chose qui vous plaît, pas parce que l'Instagram de Kendall Jenner ou la couverture de Cosmo, elle vous y pousse. Et puis une dernière chose que je trouve importante, qui n'est pas forcément directement liée avec la presse, mais qui est quelque chose qu'on perpétue nous-mêmes aussi sans se rendre compte. Attention aux remarques qui sont faussement gentilles. Attention à aller dire à votre copine, à votre soeur, à votre mère: ah mais c'est bien, mais t'as perdu un petit peu de poids. Ah non mais c'est bien, là t'es bien. Ou le contraire: ah non mais t'as pris un petit peu de poids. Non mais c'est bien, tu te remplumes un petit peu. Faites attention à ces remarques. C'est simple, c'est gentil de faire un compliment à quelqu'un, mais complimenter la personne sur quelque chose qu'elle a fait, sur un achèvement, un achievement, ouais, un accomplissement. Un accomplissement, merci. Un accomplissement personnel, un trait de caractère, je sais pas, un marathon, quelque chose sur lequel la personne a travaillé. Complimenter la personne sur le fait qu'elle ait perdu ou pris du poids. Déjà, on ne sait pas qu'est-ce qui a poussé la personne à avoir modifié son corps. Et puis, les troubles alimentaires, ils sont partout. C'est des problèmes qui sont graves. Et les petites remarques en complimentant quelqu'un parce que t'as perdu un petit peu de poids, ou ah oui, c'est bien, t'as l'air plus tonique, ça peut être lancé comme un compliment, mais ça peut aussi avoir un effet très très néfaste sur la façon dont on se voit soi-même. Et puis je pense de manière générale, consommer moins de presse féminine, consommer moins d'images destinées aux femmes, notamment sur les réseaux sociaux, ou du moins consommer mieux. Et puis choisir attentivement ce qu'on regarde. Il y a un truc fabuleux sur Instagram, c'est le bouton unfollow, c'est le bouton arrêter de suivre. Je veux dire, faites-vous un feed Instagram qui vous fasse plaisir, qui vous fasse vous sentir bien, qui vous inspire. Je veux dire, continuez à aller regarder les Jenner, les Kim Kardashian, toutes ces personnes qui vous donnent des standards qui sont inatteignables, mais ne les suivez pas forcément. Allez les voir quand vous êtes dans un état d'esprit. Tiens, je suis intéressée à voir ce qu'elles ont été postées. Vraiment, virez ce qui vous fait vous sentir mal, virez ce qui vous fait vous regarder dans le miroir le matin et vous dire: ah, je pourrais être un peu plus ou un peu moins. Ouais, exactement, vraiment. Oui, et je crois vraiment que nous, les femmes, on mérite quand même des supports de divertissement de meilleure qualité, en fait. Des supports qui n'appuient pas constamment sur nos insécurités ou qui n'amplifient pas nos complexes, qui sont déjà bien assez nombreux. Des supports qui ne nous montrent pas en permanence des photos de stars, aussi avec des légendes moqueuses, hein. Moi, pour mon anniversaire, j'ai reçu un abonnement au magazine La Déferlante. C'est une revue féministe avec dedans des articles qui sont vraiment d'une très grande qualité. Et quand on termine la lecture d'un de ces articles, franchement, on s'en nourrit. Alors, c'est vrai que c'est pas un truc qui nous vide la tête. C'est pas un truc, voilà, comme ça. Mais en fait, quand on a fini, on se dit: ah purée, ça m'a fait du bien. Tu vois? Ouais. Non, c'est ça, c'est ça. Et le fait qu'on ait grandi dans une société qui est quand même misogyne, ça nous donne une certaine forme de plaisir à consommer ces contenus qui nous renvoient en plein visage. Alors, les méchancetés sur les personnes qu'on regarde, mais finalement, c'est des méchancetés sur nous-mêmes aussi. On voit ça comme divertissant de voir la cellulite à la plage, à droite, à gauche, etc. Mais ensuite, c'est ce que tu disais, Mélo, plus tôt. Ensuite, on se lève le matin, on se regarde dans le miroir, et qu'est-ce qu'on pense, en fait? Et je pense aussi que le fait d'être négative et de regarder les autres femmes de manière moqueuse, c'est pas bon non plus pour notre estime de soi, même par rapport à la gentillesse et à se soutenir en tant que femme. On est vraiment dans ce mouvement qu'il faut se tenir au courant des dernières tendances, de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que ça développe cette impression qu'on n'est jamais assez. Et ça, c'est un problème. On l'a dit au début, la presse, c'est un outil du patriarcat et ça nous fait nous sentir mal, ça nous fait consommer des produits cosmétiques, des vêtements, des soins, etc. Et ça enrichit, à défaut d'enrichir notre esprit, ça enrichit les personnes qui sont à la tête de toutes ces entreprises. On a fait des recherches, les personnes qui sont à la tête des entreprises de mode, de cosmétiques, de prêt-à-porter, etc., c'est des hommes. On a dressé une liste avec Amy. Alors, si par exemple on vous dit, Inditex par exemple, eux ils possèdent Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Oysho, c'est un homme. Go aussi je crois, ouais c'est un homme, ouais. Ouais. H&M, c'est un homme. LVMH, c'est Bernard Arnault, ils ont Dior, Louis Vuitton, Céline, Givenchy, Kenzo, Guerlain, Fendi, Marc Jacobs, Tiffany, Sephora.
Chanel, c'est des hommes. Voilà, là j'ai fait Chloé, c'est un homme. Hermès, c'est que des hommes. Les groupes L'Oréal. Voilà, après quand on passe dans les cosmétiques, Ah, ouais. L'Oréal, c'est un homme. Estée Lauder, c'est un homme. L'Occitane, c'est 2 hommes. Qu'est-ce qu'on a encore? Johnson Johnson, c'est 3 hommes. Nivea, c'est des hommes. Enfin, c'est abusé. Enfin, quand j'ai regardé la liste qu'on avait faite, mais en fait, j'ai eu l'impression, tu sais, d'avoir ce monstre tentaculaire au-dessus de nous, en fait, qui produit des magazines. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais la presse, c'est la même chose. Hein. Les grands groupes de presse, là, je ne les ai pas cités, mais parce qu'on les a mis plus bas. Les grands groupes de presse français, qui possèdent notamment Paris Match, Femme Actuelle, Madame Figaro, enfin, toute cette presse, c'est aussi que des hommes. Et j'ai vu ça comme un monstre tentaculaire au-dessus de nous, en fait, qui produit des magazines pour nous créer des complexes, qui nous pousse à dépenser tout notre fric en fringues, en produits de beauté. Et tout ça, en fait, ça enrichit des hommes. Et c'est toute une industrie qui perpétue la domination des hommes sur les femmes. Ouais. Et alors là, parce qu'on a couvert ces 2 sujets, mais on n'a pas parlé, parce que on ne peut pas parler de tout, mais on n'a pas parlé de la presse quotidienne, qui là aussi est dirigée par des hommes, dans l'immense majorité des cas, qui perpétue quotidiennement la culture du viol, qui continue de qualifier de drames familiaux des féminicides, ou de dire qu'un homme a tué sa femme par amour. Voilà, ce sujet spécifique de la presse quotidienne, si ça vous intéresse, on vous conseille sur Instagram le compte Préparez-vous pour la bagarre, qui décortique la façon dont sont traités ces sujets dans la presse quotidienne. Et cette manière de présenter ces choses, ça a de réelles conséquences sur les représentations qu'on a de ces faits, parce qu'ils sont dépolitisés. Quand on les nomme pas correctement, on peut pas les comptabiliser, on peut pas mettre en place des politiques publiques pour les combattre. Ouais. Et ça, c'est vraiment un des gros problèmes de notre société. C'est la normalisation des violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, psychologiques ou via des discriminations. Ça peut paraître un peu tarabiscoté, mais tout ce dont on vient de parler, toutes ces injonctions, c'est une forme de violence, en fait. Ça atteint la santé mentale et c'est une forme de violence. Et pour déconstruire ce phénomène, c'est important de se rendre compte que ces violences, elles sont partout, sans qu'on s'en aperçoive forcément. Voilà, elles sont, comme disait Mélo, dans la presse quotidienne, dans la presse féminine, elles sont sur les réseaux sociaux et elles sont aussi dans la musique, dans le monde de la musique. Et ça, c'est le sujet dont on parlera le mois prochain dans l'épisode du 2 juin. Ouais, exactement. Donc voilà, là on arrive au terme de ce premier épisode de notre trilogie. Donc avant de vous quitter, on vous conseille 2 ouvrages pour aller plus loin. Il y a Beauté fatale de Mona Chollet et King Kong Theory dont on a lu un extrait avant, qui sont de merveilleux ouvrages pour déconstruire un petit peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Très bonne recommandation. Non, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez nous laisser un avis positif sur iTunes. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Partagez-le. Et puis, on se retrouve le 2 juin pour le prochain épisode. Exactement. Alors à bientôt.